Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur TV7 Sud-Ouest pour ce qu'on l'espère un temps fort de cette campagne des élections municipales. Ça y est, on est à 17 jours maintenant de l'échéance. Je vous le rappelle, le 15 mars, vous êtes appelés aux urnes pour élire le prochain maire de Bordeaux, de tour 15-21 mars. Voilà pour la perspective. Avant d'entrer dans la rudesse de ce débat qui réunit un certain nombre de candidats, des remerciements. Ce débat, on a choisi de le faire dans un lieu qu'on souhaitait symbolique de la ville de Bordeaux. On est ici au marché des Douves, dans un cadre absolument charmant. On est dans un ancien marché de détail de Bordeaux, au cœur du quartier des Capucins. Cette halle des Douves a été réhabilitée en 2015 sous une impulsion citoyenne. Elle a été confiée à une association qui s'appelle la Halle des Douves, qui est en charge de l'animation du lieu. On y trouve quoi? Des rencontres, des échanges pour les associations, les acteurs, les habitants, pour de nouvelles formes de coopération, valorisant la diversité des expressions culturelles. Voilà, merci beaucoup aux équipes de la Halle des Douves de nous avoir accueillis, parce que c'est un sacré barnum, qu'ils en soient vivement et sincèrement remerciés. Voilà, on revient à cet enjeu clé pour la ville de Bordeaux, on le sait, on vit une époque importante. Dans une équation politique un peu particulière, on le sait, il y a la défiance, mais aujourd'hui, les municipalités, les maires en tout cas, constituent l'échelon de confiance démocratique. Alors cette confiance, à qui les Bordelais vont-ils l'accorder? Eh bien, c'est la question du jour et ce débat a pour objectif de vous aider à vous décider. Bonsoir. Nous avons choisi de limiter le débat aux 7 principaux candidats. Ce sont ceux qui ont fait à peu près 2% en 2020 ou sont régulièrement donnés en tout cas à ce score-là dans les différents sondages. Alors c'est une règle, et comme toute règle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle garantit un débat à peu près serein. Voilà. Donc la présentation des autres candidats, de toute façon, se fera évidemment sur tous nos supports et nos différents médias. Donc avec nous aujourd'hui, Virginie Bonteau-Tourné pour Reconquête, de la liste À la Reconquête de Bordeaux, Julie Rechagneux pour la liste du Rassemblement national pour Bordeaux. On a avec nous Pierre Remic, le maire écologiste sortant, à la tête de la liste Bordeaux en confiance, soutenu par les écologistes, le PS, le PC, Place Publique, Génération. Nordine Raymond, de la France Insoumise, pour la liste Faire mieux pour Bordeaux. Philippe Poutou, du NPA, de la liste Rouge Bordeaux anticapitaliste. Thomas Cazenave, c'est la liste Faire gagner Bordeaux, soutenue par Renaissance, le Modem, Horizon, les Républicains, Parti radical. Et Philippe de Sertine, d'hiver droite, liste L'optimisme est une force. Voilà, merci pour cette présentation, Adrien. Je vous présente au passage Adrien Vergnol, directeur des éditions départementales du journal Sud-Ouest. Voilà, on a 1h30, mesdames, messieurs, devant nous, pour échanger sur un certain nombre de sujets, la sécurité, les déplacements, le logement, la qualité de vie. Ça va exiger de votre part, et je serai un peu le gardien des horloges pour veiller à une équité du temps de parole. Ça va demander quelques efforts de concision. Le débat est libre, vous pouvez vous interpeller. Voilà, c'est l'idée de ce rendez-vous. Avant d'aborder tous ces thèmes, on va se focaliser sur l'actualité. Évidemment, on va faire un très rapide tour d'horizon et on va les voir apparaître à l'antenne puisque le journal Sud-Ouest a publié ce matin un sondage réalisé par l'IFOP Fiducial qui donne une photographie des intentions de vote à l'instant T. Alors, on va les voir apparaître tout de suite à l'écran. Regardez, voilà les résultats. Donc, Pierre Urmic en tête, 33%, Thomas Cazenave, 25%, Philippe de Sertine, 15%, Nordine Raymond, 12%. Derrière, Julie Rechagneux est à 7%, Philippe Poutou à 5%, Virginie Bonteau-Tourné, 2%. Adrien parlait des autres candidats qui trouveront évidemment de la place sur nos différents médias. Yves Simone, 0,5%, Fanny Candel, 0,5%. Voilà pour cet état des lieux. Voilà, on consacrera la fin du débat aux questions des alliances possibles, probables, complètement impossibles. Après quoi, vous disposerez d'une conclusion, chacun, dont l'ordre a été déterminé par tirage au sort avant l'émission. Voilà. En quelques mots, d'abord, une réaction sur ces sondages, dans l'ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire. Voilà, Pierre Urmic. Merci. Oui, par ordre d'apparition, vous avez raison. Dans la mesure où je peux que me féliciter d'obtenir le meilleur score, 33%, donc de virer en tête de ces intentions de vote avec, je vous l'accorde, et je pense que nous serons tous d'accord autour de cette table pour dire que ce n'est qu'un sondage et donc une photographie avec toutes les marges d'incertitude, avec un échantillonnage 700 Oui, pour personnes. être précis, c'est une marge d'erreur de 3 points sur un sondage sur le panel que nous avons retenu. Donc, je peux que me réjouir en tout cas de virer en tête du sondage, précisément au moment où les maires écologistes, on nous annonce la disparition des maires écologistes et la fin de l'écologie municipale.
content de voir qu'à Bordeaux, il y a un socle solide, sérieux, de 33%. Je note aussi dans ce sondage, on peut le comparer au précédent sondage qui avait eu lieu, que vous aviez fait réaliser, M. Cazenave, c'était au mois de novembre dernier. Les lignes ont relativement peu bougé. Je vois que j'ai gagné un point, je peux que m'en réjouir. Je crois que M. Cazenave a perdu un point et M. de Sertine en a gagné 3. Voilà, c'est les éléments de comparaison que je fais. Après, je crois que je suis entré tardivement en campagne aussi. C'est normal que ma progression soit très lente. Seulement un point depuis novembre. Je suis entré en campagne le 9 février dernier. Par exemple, mon voisin et concurrent, M. Cazenave, est rentré en campagne le 14 février 2025, au moment où Gabriel Attal est venu précisément l'adouber, ici à côté, au marché de Capucin, en disant ça fera un bon maire de Bordeaux. J'ai démarré ma campagne, je lui ai largement laissé le temps de ne pas compter ses coups. Je suis rentré beaucoup plus tard en campagne, mais malgré ça, je trouve que ce score de 33% est très, très encourageant. Il faut aller au-delà. Quand vous êtes maire, vous devez rassembler. Vous inquiétez pas, on a une heure et demie au-delà des 33%. Pour aller au-delà, évoquer tous les sujets à voir les uns et les autres de votre vision de Bordeaux. Thomas Cazenave, votre réaction à ce sondage? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je n'ai pas la même lecture du sondage que Pierre Hormic. Au terme de son mandat, il n'a pas réussi à convaincre une majorité de Bordelaises et de Bordelais. Et ce n'est pas l'entrée tardive en campagne. Vous êtes aux responsabilités depuis bientôt 6 ans. Et 32, 33, 34%, c'est quand même un score extrêmement faible. Ça veut dire que plus de 2 tiers des Bordelaises et des Bordelais ne sont pas convaincus par votre action à la tête de la ville de Bordeaux. Et qu'est-ce qu'on peut observer dans ce sondage? C'est que l'alternance, elle est possible. Face au bilan qui est le vôtre, au fait que vous n'avez pas convaincu les Bordelaises et le Bordelais, une alternance est possible, et une alternance, elle est possible avec le rassemblement, la liste que je porte. Et c'est notamment les résultats du sondage de second tour. Mais pour y arriver, il faut un rassemblement plus large, et notamment avec Philippe de Sertine, je le dis. Si nous réussissons une union large, alors nous réussirons l'alternance à Bordeaux, qui est attendue par un très grand nombre de Bordelaises et de Bordelais. Alors, on va évidemment revenir sur ces questions d'alliance. Philippe de Sertine, voilà, c'est un appel du pied. On l'a vu, un gros clin d'œil. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Thomas Cazenave? Donc, bonjour à tous. Je vais commenter ce sondage qui m'a évidemment passionné. Pour venir, j'ai regardé les débats d'il y a 6 ans. C'est très intéressant, Internet, parce que ça vous permet de voir que les choses ont très peu changé. Déjà, les candidats sont pratiquement les mêmes. Monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur Poutou était déjà là il y a 6 ans. Et j'ai écouté attentivement ce qu'il disait en regardant est-ce qu'on a des facteurs explicatifs peut-être de l'évolution des sondages. Monsieur le maire l'a constaté. Je suis en effet celui qui progresse le plus, d'assez loin. Je pense que je suis dans une dynamique, et cette dynamique, elle commence. Nous avons 17 jours de campagne, c'est la fin des vacances de février. Les Bordelaises et les Bordelais sont maintenant dans l'élection, ils ne l'étaient pas complètement jusque-là. Et là, je pense que les lignes vont continuer de bouger tout au long des 15 jours, en rappelant, comme monsieur le maire le disait tout à l'heure, que bien sûr, un sondage n'est qu'une image. La vraie image, c'est ce qui va sortir des urnes. Et ce qui va sortir des urnes le 15 mars, eh bien, ce sera aussi ce que nous attendrons, cette fois-ci avec autant d'impatience que d'humilité, parce que ce sont les citoyens qui décident. On reparlera des questions d'alliance en fin de débat. Quatrième position, Nordine Raymond. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'être ici dans la Halle des Douves, qui est un lieu associatif très particulier dans un quartier que j'affectionne particulièrement, le quartier des Capucins. Et je suis content d'être ici. Merci à toutes les techniciennes et techniciens. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière les caméras, qu'on ne voit pas. Et donc, merci à eux de leur présence. Sur le sondage en particulier, déjà, les sondages, vous savez ce qu'on en pense. Typiquement, par exemple, l'Institut de sondage que vous avez choisi sondait le candidat de Pierre Hormic à 17% à 3 mois de la présidentielle et le candidat que je soutiens à 11%. Le mien a fini à 22%, celui de Pierre Hormic à moins de 5%. Au municipal, vous voulez dire, hein? Non, je parle de l'élection présidentielle, je parle du sondeur. On est sur un panel à 700 participants. Pardon. Donc voilà, donc les sondages, on les prend comme ils sont. Ce sondage nous donne quelques bonnes nouvelles, que l'extrême droite ne serait pas au second tour. Nous, on est content que l'extrême droite est battue dans les urnes. Nous sommes tout à fait heureux de cette nouvelle, que l'extrême droite est seulement à 7%. Et ensuite, il donne une autre nouvelle, c'est que le bloc de gauche à la gauche de Pierre Hormic est très haut. Vous n'avez pas testé Révolution Permanente, vous n'avez pas testé le deuxième NPA, le NPAR, et on peut estimer qu'autour de 20%, il y a un bloc de gauche qui se dégage de gens qui rejettent ou qui sont déçus de la politique de Pierre Hormic, et autour de 20%.
nous qualifions au second tour. Donc nous pouvons entraîner ce bloc des gens qui veulent une politique plus écologiste, plus solidaire, plus humaniste. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Julie Rochagneux, 7%. Vos opposants l'ont fait remarquer. Vous n'êtes pas en mesure, à ce stade, c'est qu'une projection marge d'erreur, de vous maintenir au second tour. Ce sondage. Exactement, ça a été rappelé, 7% avec une marge d'erreur de 3%. Donc, c'est-à-dire une possibilité pour le Rassemblement national de se qualifier au second tour. Maintenant, il reste 15 jours de campagne, ça a été rappelé également. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir débattre notamment avec M. Urmic, qui a enfin décidé de sortir du Palais Rouen. Et nous allons pouvoir confronter nos projets. Parce que je crois que pour la ville de Bordeaux, mais également pour la métropole, j'ai présenté un projet qui est très concret, qui est précis et qui concerne tous les aspects de la vie de Bordelais. Et je suis ravie et je vous remercie aujourd'hui de pouvoir l'exprimer. Voilà, c'est le devoir d'un journal d'information, d'un grand quotidien régional républicain d'information, que de faire vivre le débat. Voilà. Philippe Poutou, vous êtes crédité de 5% des intentions de vote. Alors, ça vous évoque quoi, vous, ce sondage ? On a des réflexes ou des préoccupations de pauvres. Parce que déjà, on s'est dit, 5%, c'est la barre fatidique pour être remboursé, pour avoir les remboursements de la campagne. Donc déjà, ça nous rassurerait pas mal. Ensuite, on verra bien. Ça a été dit plusieurs fois. C'est un sondage, c'est une photographie. Donc évidemment, nous, on espère être plus haut que 5%. En fait, on avait l'envie d'avoir des élus encore. On sort d'un mandat avec Evelyne Cervantes-Descubes. On était 2 élus. Et on a fait un boulot, une activité d'opposition de gauche anticapitaliste à la gauche libérale. Et puis on aimerait bien que cette expérience-là, que ce qu'on a fait pendant 6 ans, ce qu'on a appris pendant 6 ans, ça puisse perdurer et ça puisse même s'amplifier, enfin en tout cas prendre forme. Donc on aimerait bien être au second tour, on le dit clairement. Et de 5 à 10%, ça fait beaucoup de marge. Mais voilà, donc en tout cas, on va mener une bataille. J'en profite pour dire aussi qu'il y a une petite erreur dans le sondage. En fait, ce n'est pas une liste NPA, c'est une liste, vous l'avez dit en introduction, c'est une liste rouge Bordeaux anticapitaliste. Donc c'est le nom du groupe d'opposition qui a œuvré pendant 6 ans dans les conseils municipaux et métropolitains. Et donc c'est une liste rouge Bordeaux anticapitaliste qui comprend effectivement des militants et des militantes du NPA, mais qui comprend aussi des militants et militantes de l'AFI, il y en a quelques-unes, et puis surtout des camarades qui ne sont pas encartés, qui sont militants et militantes associatifs ou syndicalistes. Voilà, on a essayé de faire une liste large, sans organisation en soutien, mais en tout cas, on a essayé de reproduire un peu ce qu'on avait fait il y a 6 ans avec Bordeaux en lutte. D'une certaine manière, c'était d'essayer de regrouper des forces militantes et puis d'essayer d'exprimer justement une colère, une révolte contre ce système-là, contre ces institutions-là qui ne sont pas démocratiques. Voilà, donc nous, on aimerait bien, évidemment, être toujours là pour continuer ce qu'on a commencé à faire pendant ces 6 ans. Merci Philippe Poutou. Et Virginie Bontou, candidate Reconquête, 2%. Comment vous recevez ce sondage ? De toute façon, ce sondage n'est pas bon pour nous. Maintenant, je relativise puisqu'il a été fait sur 700 personnes. Donc, et puis je suis quand même la seule candidate à ne pas avoir eu un seul article de presse, que ce soit sur ma candidature, que ce soit sur mon programme. Donc, je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. C'est ma première apparition médiatique. Donc, quelque part, pour les Bordelais, ma campagne commence que maintenant. Donc, on a un petit peu musclé nos réseaux sociaux pour compenser effectivement mon invisibilisation au niveau des médias. Donc, c'est pour ça que je vous remercie vraiment de me recevoir aujourd'hui. Et donc, j'espère qu'on va effectivement progresser. Maintenant, en fait, moi, ce que je constate sur ce sondage, c'est que ce qu'on pourrait lire, c'est que plus de 50% des Bordelais sont à l'extrême gauche et 40% seraient macronistes. Donc, ça, effectivement, je suis très surprise de ce sondage. Donc, je le relativise. Et puis, de toute façon, la campagne est loin d'être terminée. On est en plein dedans. Donc, elle ne fait que commencer. Donc, le vrai vote sera dans l'isoloir. Oui, rendez-vous le 15 mars. Merci pour ce premier tour de piste. Et allez, on va tout de suite passer aux différents thèmes que nous avons retenus. C'est les thèmes qui sont apparus dans cette campagne. C'est aussi les préoccupations que nous, journalistes de Sud-Ouest, de TV7, de sudouest.fr, constatent. C'est les attentes des Bordelais. Premier sujet, nous allons parler de sécurité. Pour introduire ce débat, pour introduire cette question sensible, on écoute d'abord les Bordelais. Si j'étais maire de Bordeaux, je rallumerais les lumières la nuit et je m'intéresserais à l'insécurité. Pour des raisons plutôt évidentes de l'augmentation de l'insécurité qu'on constate aujourd'hui. Un peu plus de sécurité quand même. Moi je travaille au marché depuis 14 ans, donc je vois quand même que de plus en plus on a différents drogués, différents SDF, différents
différentes populations très misérables et qui est tout autour. Enfin, moi, quand je rentre toute seule, c'est absolument pas rassurant. Enfin, même, on voit pas ce qui se passe autour de nous. Même nous, on n'est pas du tout visible. Même en vélo, même en voiture, quand on rentre, même si on est attentif, pour autant, genre, ça reste quand même dangereux sur plein de points. La sécurité autour des capucins, ça peut être parfois un petit peu... il y a beaucoup de trafic de drogue autour des Capus et de Saint-Michel. Donc ça, c'est pas top. Sécurité, vaste sujet. Que peut faire un maire? Que doit faire un maire? Ou qu'a fait le maire? Qui veut se lancer? Qui veut parler de ce sujet-là? Écoutez, je peux y aller. Allez-y. Alors évidemment, tout a été dit dans ce petit reportage, c'est-à-dire que les Bordelais ont vu l'insécurité augmenter avec des secteurs très précis, comme par exemple les violences sexuelles, les vols dans les véhicules, qui sont des secteurs qui en réalité pourrissent le quotidien et la vie des Bordelais. Donc maintenant, nous prendrons nos responsabilités, tout en mettant en avant qu'en réalité, la compétence de la sécurité, c'est l'État qui doit avant tout l'assurer. Et là, j'aimerais alerter les Bordelais sur le fait que M. Cazenave, qui a été un représentant et un ministre macroniste, a lui aussi sa part de responsabilité dans la déliquescence globale de la situation sécuritaire dans notre pays. Maintenant, en tant que maire de Bordeaux, je remettrai et je participerai à remettre Bordeaux en ordre. Nous augmenterons le nombre de policiers municipaux, 250 policiers municipaux. Nous les armerons, parce que c'est aussi leur demande. Et nous triplerons les caméras de vidéoprotection et nous ferons en sorte que les images soient déportées directement au commissariat central de Mériadec. Parce que ce que la police municipale nous dit aujourd'hui, c'est qu'entre la police municipale et la police nationale, c'est la débrouille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre et il n'y a pas suffisamment de lien entre cette police municipale et cette police nationale. Merci Julie Rochagneux. Alors, vous en avez agacé deux déjà. Je les vois un peu dodelinés derrière leur pupitre. Pierre-Hermic, Thomas Cazenave, vous souhaitez répondre à Julie Rochagneux? Allez, Thomas Cazenave. Bon, c'est vraiment un des enjeux dans lesquels l'échec de la municipalité actuelle est le plus flagrant. Il est le plus flagrant dans les chiffres, il est le plus flagrant dans tous les échanges qu'on peut avoir. On évoque le marché des Capucins, on pourrait parler de la rue Élie-Gintra, qui incarne pour moi aussi la grande difficulté désormais dans de très nombreux quartiers de Bordeaux sur la question de la sécurité. Et non, Madame Rochagneux, on ne s'est pas réveillé pendant la campagne municipale pour porter ce sujet-là avec d'autres conseillers municipaux d'opposition depuis 2021. Nous avons alerté le maire de Bordeaux en lui disant qu'il faut prendre des mesures fortes parce que cela devient un sujet de préoccupation majeure. Et nous avons porté l'idée qu'il fallait changer de politique, prendre un plan Marshall de la sécurité, 300 policiers municipaux, les armer, Monsieur Hermic, parce que quand ils ne sont pas armés, ils ne sont pas recrutés, installer ici même une antenne de la police municipale dans ce quartier auquel nous sommes très attachés, mais désormais très fragilisé. Il suffit d'y passer à toute heure du jour et de la nuit pour le constater. Bien sûr, comme le témoignage que nous avons eu, rallumer la lumière, décision incompréhensible, porter la ville dans le noir, alors que tant d'alternatives existent pour moins consommer avec un système de LED, de détecteurs de présence comme au Bousquin, par exemple, pas très loin de chez nous. Et les demi-mesures avant cette élection municipale, j'arme une partie de la police municipale, j'ouvre des postes sur lesquels les policiers municipaux manquent. Ne nous trompe pas, monsieur le maire, vous n'avez pas pris la mesure de ce sujet-là et nous avons décidé de porter une politique en rupture sur la question de la sécurité de l'éclairage public parce que c'est un enjeu fondamental, je le dis, où véritablement les attentes des Bordelaises et des Bordelais sont très fortes et où l'action de la police, la police municipale, de l'équipe municipale est jugée à juste titre très sévèrement par les Bordelaises et Bordelais. Alors Pierre Hermic, vous avez été directement mis en cause. Vous n'avez pas pris la mesure de ce sujet sécuritaire? Précisément, je crois être un maire reconnu comme s'étant beaucoup engagé sur le terrain de l'insécurité pendant ce mandat. Je suis d'accord pour dire que c'est un thème majeur, l'insécurité, comme d'autres types d'insécurité d'ailleurs, insécurité sanitaire, insécurité climatique et autres, mais l'insécurité physique dans les rues de Bordeaux, c'est un projet majeur, c'est la raison pour laquelle je m'y suis attelé dès le début de mon mandat. Je crois que ce qui a été fait à Bordeaux en matière de renforcement de la police municipale est assez exemplaire. Ça n'a pas été fait dans d'autres villes de France. J'ai augmenté de 50% le nombre de policiers municipaux qui patrouillent dans les quartiers de Bordeaux. Il y en avait 164 quand je suis arrivé, M. Cazenave, quand la ville était gérée par vos amis, une police municipale en pleine déshérence. J'ai fait en sorte de pouvoir recruter aujourd'hui 241 policiers municipaux à Bordeaux. C'est une augmentation très substantielle. Et j'aurais aimé
J'ai mené un combat aussi auprès de l'État. Je me suis battu auprès de l'État pour obtenir une compagnie de CRS à Bordeaux que je n'ai pas obtenue. Quand je voyais les ministres de l'Intérieur, et notamment M. Darmanin, ils me disaient « mais vous ne l'aurez pas à Bordeaux. Vous n'êtes pas une ville suffisamment insécure. Il y en a qui vont passer avant vous et vous n'aurez pas cette compagnie de CRS. » Et je suis chaque fois rentré Bordeaux. J'aurais aimé à l'époque, M. Cazenave, que vous appuyiez ma demande. Si vous pensez qu'à Bordeaux, il faut davantage de renforts de police, vous auriez dû appuyer ma demande pour obtenir cette compagnie de CRS à Bordeaux. Je me suis battu. Je pense que ce que nous avons fait à Bordeaux, avec l'armement partiel, la création d'une brigade spéciale, en favorisant la proximité des policiers non armés, je crois que c'est assez unique. Et je terminerai en disant, je pense que la solution bordelaise, qui est qualifiée souvent de volontariste, de pragmatique, mais je peux vous dire que beaucoup de villes de France la regardent, à telle enseigne que l'Association des maires de France m'a demandé de venir, lors du dernier congrès, en levée de rideau, au début du congrès, venir expliciter devant tous mes collègues maires de France quelles étaient les solutions adaptées, les solutions pragmatiques, inventives, qui avaient été mises en place à Bordeaux. Je pense qu'il y a une reconnaissance nationale d'un maire, je crois, très engagé sur le terrain de la sécurité. Après, je vais terminer là-dessus, je suis d'accord, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez. J'aimerais qu'on soit plus offensif. Quand je dis on, c'est un on très général. Qu'on soit plus offensif sur la lutte contre le narcotrafic. J'aimerais que l'État passe des propos à une véritable politique de lutte contre le narcotrafic dans nos rues. Et la police municipale sera là pour accompagner l'État, comme nous le faisons actuellement sur un certain nombre d'attitudes à avoir sur le territoire de la ville de Bordeaux. Mais je crois que la ville de Bordeaux, je vous le dis vraiment, elle est repérée comme étant une ville qui s'est beaucoup engagée. C'est le seul budget de la police municipale qui a augmenté, un des seuls budgets qui a augmenté de 50%. Je ne connais pas, j'ai regardé d'autres villes en France qui ont augmenté le budget de la police municipale de manière aussi conséquente durant ce mandat. Alors, Nordine Raymond, je vous vois... Oui, moi je peux comprendre que les gens puissent avoir peur quand on voit ce que les médias Bolloré et les médias d'extrême droite racontent à longueur de journée, que cette ville est un coupe-gorge, et que certains candidats ici présents d'ailleurs, que cette ville est un coupe-gorge, qu'on risque nos vies à chaque coin de rue. Il y a une peur légitime de sentiment d'insécurité qui peut se développer. Et ensuite, il y a l'insécurité, la réelle insécurité, dont il faut traiter les causes en réalité. Parce qu'ici, on a toujours les mêmes solutions. Toujours plus de policiers, toujours plus armés, avec toujours plus de vidéos de caméra surveillance. Tout ça ne fonctionne pas. Ça fait des années qu'on essaie de le faire, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, il y a des sujets sociaux. Moi, je m'attarde sur ce qui a été dit par la commerçante des Capucins, que je connais bien d'ailleurs, qui a dit les drogués, les SDF. Bon, voilà, moi je l'aurais pas dit comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un sujet sur la consommation de drogue à Bordeaux. Il y a un candidat ici qui a attaqué le CARUD, qui fait un travail formidable pour accompagner les personnes qui sont dépendants à la drogue, pour les faire sortir de ce qui est quand même une maladie. Et que, évidemment, qu'il faut mettre des médiateurs sociaux, qu'il faut accompagner les gens qui sont à la rue, qu'il faut leur permettre de sortir de la rue en leur offrant des logements. Et que si le sujet de l'insécurité, c'est juste le sujet des armes et de la police, alors on n'aura pas. On n'y arrivera pas. Et je veux finir par un sujet, puisqu'on parle d'insécurité. Dans cette ville, vous l'avez vu, il y a eu des ratonnades à Saint-Michel. Il y a des femmes qui se font agresser la nuit. On parle assez peu du racisme galopant qui se développe. Et nous, on a tout un programme justement sur une ville humaniste, une ville qui accueille, une ville qui sait regarder les grands défis qui sont devant nous, et notamment la montée du fascisme et de l'extrême droite, et qui de ce fait devient une ville refuge pour les personnes qui sont attaquées dans les rues à l'heure actuelle. Philippe de Sertine, sur le sujet de la sécurité. Sur ce sujet qui est un sujet absolument crucial pour les 6 ans qui viennent, qui est associé à cette question grave pour notre pays et en particulier pour notre ville, autour du trafic de stupéfiants. Je crois, monsieur le maire, qu'on ne peut pas rentrer avec des statistiques en disant plus 50, plus 30. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en réalité, sur le terrain, que vous avez des enfants de Bordeaux qui envoient un SMS à leurs parents en disant « j'ai quitté la Victoire ». Vous avez des jeunes, le soir, qui courent Victor Hugo, porte de Bourgogne, au cœur de Bordeaux, sont confrontés à ce que veut dire cette insécurité. Je crois que l'insécurité, c'est quelque chose que nous ressentons tous, mais que ressentent notamment les plus fragiles. Nous avons eu combien de témoignages de jeunes femmes infirmières habitant rue des Baïquiers me disant « j'arrive avec tous les soirs 2 bombes parce que j'ai été agressée 5 fois ». C'est ça l'insécurité du point de vue concret. Et lorsqu'une jeune femme est obligée d'acheter des bombes, ça veut dire vraiment qu'il y a une défaillance de la puissance publique que représente la mairie. La première raison pour laquelle on doit donner nos impôts à la mairie, c'est permettre, on va dire, de protéger tous les citoyens et en particulier les plus faibles. Donc nous sommes dans cette situation aujourd'hui
où il va falloir réagir de façon très concrète. Alors justement, vous faites quoi, Philippe de Sertine? 300 policiers municipaux, objectif minimum. On est dans une logique de montée en puissance, 1000 caméras minimum, avec utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en travaillant avec les experts qui vous disent Bordeaux est une ville qui peut être une ville très dangereuse dans le futur parce qu'elle peut devenir très vite une plateforme de stupéfiants. Et malheureusement, les événements récents aux Aubiers nous ont montré que nous sommes aujourd'hui avec une guerre des mafias autour de Bordeaux. Et donc, nous devons vraiment très vite prendre la mesure de ce phénomène. La police nationale est évidemment essentielle. Lorsque je parle d'investir dans les caméras, l'État va nous suivre. Parce que l'État, comme l'Europe, sont bien conscients que cette lutte contre les stupéfiants suppose que dans les villes, des initiatives soient prises. C'est pour cela que l'on doit prendre des engagements au moment des élections municipales. Moi, je le dis, ce n'était pas nécessairement, évidemment, le sujet qui correspondait à ma vision optimiste de l'avenir. Mais en disant, on doit le traiter immédiatement pour tous les citoyens et en particulier pour les plus faibles. Et je veux que ce soit inscrit au programme et je veux absolument prendre des engagements auxquels les citoyens demain se référeront en me disant « Est-ce que tu as fait ce que tu avais dit ?» J'ai l'idée du budget porté sur la sécurité, comme dans d'autres grandes villes de France, à 80 millions d'ici les 6 ans du mandat. Ça veut dire une économie de 5% par an pour arriver à ces 80 millions. C'est faisable même en situation de finances publiques très dégradées. Et c'est pour moi une priorité absolue, une sanctuarisation de cette dépense qui doit être faite avant toutes les autres. Alors on va écouter les deux autres concurrents et ensuite libre à vous de reprendre la parole pour commenter puisque les uns et les autres s'invectivent. Virginie Bontou, la sécurité. Alors moi, je suis très surprise du déni total de notre maire actuel. On a des personnes là qui viennent expliquer qu'ils se sentent en insécurité et vous dites que vous avez fait ce qu'il fallait. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, Monsieur Raymond, vous dites que voilà, c'est un sentiment, que c'est l'extrême droite. Mais enfin, on a vu l'actualité nationale actuelle. Qui tue en France? Qui violente en France? Ce sont mes amis ou ce sont les vôtres? Moi, mes amis ne tuent pas, mais si vous assumez que ce sont vos amis l'extrême droite, ceux qui insultent les gens des de la rue, assistants parlementaires de votre parti. Ce dont je parlais justement, si vous dites que ce sont vos amis, merci de cette reconnaissance-là. Il y a eu 12 meurtres racistes en France l'année dernière, madame. Mais peut-être vous ne vous intéressez pas parce que vous voulez qu'on réimmigre, nous. Vous voulez qu'on rentre chez nous, donc vous ne nous intéressez pas à nous. Mais il y a eu 12 meurtres racistes, dont un, il y a 2 mois à Lyon, un homme a été noyé, madame. Un homme a été noyé après que son visage ait été lacéré. Donc s'il vous plaît, sur qui tue, ce sont vos amis en effet. Non, mais vous inventez complètement, ne changez pas de sujet. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un gamin de 23 ans qui est décédé. Qui est incriminé? Ce sont vos assistants parlementaires. Moi, je ne suis pas encore député, Alors, mais revenons à Bordeaux. Non, mais c'est votre parti. C'est votre parti. Virginie Bontou, Donc, revenons à Bordeaux. Mais oui, mais justement, donc à Bordeaux, c'est pas l'extrême droite comme il dit. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Si l'extrême droite, c'est le bon sens, c'est dépenser moins ou dépenser mieux, bah dans ces cas-là, on est nombreux à vouloir être d'extrême droite. Donc, je pense effectivement que la première liberté, c'est la sécurité. Donc il faut se pencher dessus. Moi, je serais pour qu'il y ait 400 policiers municipaux qui puissent patrouiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est de la police municipale dans chaque quartier. On a 8 quartiers dans la ville, qui est 8 postes pour une réaction rapide, pour qu'il y ait une proximité. Et au niveau des caméras, des vidéos protection, je voudrais qu'elles soient anonymisées. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit l'IA qui les gère et qu'elles se déclenchent uniquement quand il y a des agressions. Comme ça permet de préserver la vie privée des honnêtes gens. Et qu'elles se déclenchent quand il y a des agressions, qu'elles préviennent. Et c'est là, l'humain prend le pas et regarde s'il y a besoin d'intervenir. Donc ça, je pense que c'est une des priorités. Merci. Philippe Poutou, sur ce sujet de la sécurité. Ça fait des années quand même qu'il y a une surenchère sécuritaire, à la fois nationalement et localement. Nous, on l'a vu dans les derniers conseils municipaux. Tout le monde se vante de faire de la sécurité, tout le monde se vante de vouloir maintenant embaucher plus de flics, les armées, plus de caméras. Puis là, on le voit, c'est la surenchère, c'est 400 policiers, c'est 1000 policiers, c'est 2000 caméras. Là, c'est rigolo parce qu'en fait, on ne parle plus de coûts là, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il s'agit d'embaucher des gens dans les écoles, dans les centres d'animation ou dans tout ce qui peut être utile à la population, là, ça coûte cher, il n'y a pas d'argent. Mais là, pour du sécuritaire, il y a de l'argent. Donc, on voit bien aussi les logiques libérales, sécuritaires. C'est-à-dire, en fait, il y a d'un côté celles et ceux qui veulent défendre l'ordre dominant, parce qu'en fait, derrière le sécuritaire, c'est aussi des logiques répressives.
Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est culpabiliser les pauvres, c'est montrer du doigt ceux qui sont dans la merde, ceux qui galèrent, et de dire, regardez, le problème, il est là, le problème de la sécurité, il est là. En réalité, le problème de la sécurité, pour plein de gens, même si ça ne le montre pas ici, à travers les interviews que vous avez faites, mais le problème, c'est comment on discute de la sécurité au boulot. On peut être licencié du jour au lendemain, on peut être précarisé du jour au lendemain. On peut discuter de l'insécurité aussi dans le logement, les logements insalubres, la galère des loyers trop chers. On peut discuter de tas de problèmes du quotidien où aujourd'hui on voit bien que la société, avec la crise économique, sociale, environnementale, on est de plus en plus en insécurité en fait. Mais c'est une insécurité sociale, c'est une insécurité qui est liée aussi à toute une violence institutionnelle, parce qu'on pourrait parler aussi de l'insécurité dans les manifestations. Aujourd'hui, on ne peut plus manifester sans risquer d'être gazé ou même se faire tirer dessus par des policiers. Dans les quartiers populaires, c'est pareil. Le danger permanent de policiers qui menacent, qui se comportent comme des cow-boys. Il y a un danger réel de tout ça. Donc en fait, de quelle insécurité on parle? Donc c'est pour ça qu'il y a deux logiques. Il y a la logique libérale sécuritaire des dominants, ceux qui veulent sauver leur ordre de merde, hein, un ordre capitaliste de crise, de brutalité de la société. Et puis d'un autre côté, la sécurité des gens qui veulent vivre normalement. Et donc ils discutent d'égalité sociale et de lutte contre les inégalités sociales, de lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre le sexisme, ces violences-là qui sont réelles. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'extrême droite est très forte pour instaurer un climat de violence, un climat de domination, de masculinisme. Donc on est dans ces problèmes-là et on voit bien une société de plus en plus brutale. Et donc comment on s'en défend? Ça pose le problème démocratique d'une population qui s'auto-organise, qui s'auto-défend. Et de ce point de vue-là, l'antifascisme est une nécessité. Il faut s'organiser, se protéger par rapport à la violence des fascistes et des néo-nazis. Et donc il y a un problème aussi d'une population qui doit se politiser, qui doit se réorganiser, qui doit se prendre en main dans les quartiers, partout. Et la meilleure façon de se défendre, la meilleure façon d'instaurer une insécurité, c'est quand la population elle-même se protège. On n'a pas besoin d'une police en réalité qui est bourrée de préjugés, qui est même dans des rapports assez violents et assez répressifs. Merci Philippe Poutou. Voilà, il y a eu des interpellations les uns les autres. Thomas Cazenave, vous vouliez réagir? Je voudrais rebondir sur l'intervention précédente de Pierre Hormic. C'est exactement ce que nous avons au conseil municipal, c'est-à-dire vous êtes satisfait. Vous dites c'est super, au congrès de l'AMF, j'étais félicité, mais les Bordelaises et les Bordelais s'en fichent complètement. Vous n'avez pas pris toutes les mesures qui s'imposaient. Rallumer la lumière, c'était facile, vous ne l'avez pas fait. Non, vous n'avez pas rallumé la lumière. Vous avez décalé de 1h à 2h du matin. Dites la vérité. Vous n'avez pas armé votre police municipale. Vous avez armé une brigade de la police municipale pour recruter des policiers municipaux. Nous n'avons pas le choix que d'armer toute la police municipale. Il n'y a pas de brigade de nuit pour la jeunesse à partir de 3h du matin. Vous le savez très bien, Pierre Hormic, il n'y a pas de police municipale disponible. La jeunesse bordelaise qui sort au bassin à flot, à la Victoire, après 3h, 4h du matin, où est la police municipale pour sécuriser, tranquilliser? Vous n'avez pas tout fait. Vous aviez entre les mains des décisions à prendre que vous n'avez pas prises et vous vous en lavez les mains en renvoyant toujours à l'État. L'éternel débat, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais non, il y avait des mesures concrètes, faciles, accessible, et d'ailleurs ça fait plus de 3 ans qu'on vous les propose. Allez, Pierre Hormic et d'autres candidats demandent la parole, on va vous la donner évidemment. On essaie de faire court. Le sujet de la sécurité, je l'ai dit, je le redis, c'est un sujet sérieux. Les témoignages qu'on a assistés, moi je suis un maire présent dans la rue, 7 jours sur 7, tous les dimanches au Capucin. Donc imaginez bien ce que vous donniez dans vos vidéos, je l'entends régulièrement. Il y a à Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes de France, des problèmes d'insécurité. Mon rôle de maire, c'est de mettre les moyens municipaux au maximum qui puissent être mobilisés pour répondre à des besoins de proximité. Je tiens à dire aussi qu'une politique équilibrée, c'est une politique qui repose à la fois sur la prévention et sur la répression. Quand on me dit j'ai engagé beaucoup de policiers municipaux, je tiens à vous dire que j'ai engagé le même pourcentage d'agents de médiation et de prévention présents dans les rues de Bordeaux. Je tiens beaucoup à cet équilibre entre la prévention et la répression. C'est aussi un des marqueurs de l'organisation de la police municipale bordelaise qui est assez remarqué. Puis je vais de terminer en disant, le sujet il est tellement sérieux que ça mérite mieux, M. Cazenave, que de la petite polémique, comme vous me la faites depuis 6 ans en conseil municipal. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous, mais ce ne sont pas des chiffres, c'est une présence sur le terrain. Les Bordelais me disent, on voit de plus en plus de bleus dans les rues de Bordeaux, mais on voit de plus en plus de policiers municipaux. Et je terminerai en disant que mon investissement local m'a permis, M. Cazenave, à obtenir des résultats nationaux. Grâce à cet investissement fort qu'est le mien, j'ai obtenu de l'État 140 policiers
nationaux supplémentaires dans les rues de Bordeaux. C'est moi qui suis allé les demander, c'est moi qui les ai obtenus, sans avoir jamais aucune aide du ministre, aujourd'hui qui pérore et qui polémique, sans jamais s'être mobilisé, autrement que par la polémique, pour la sécurité. Un dernier mot, la sécurité à Bordeaux, je tiens à le dire, malgré tous ces témoignages-là, elle a reculé. Quand vous prenez les statistiques du ministère de l'Intérieur, vous réalisez qu'entre 2016 et 2019, elle a augmenté de 23%, avec une année de 2019 qu'on a oubliée, vous n'étiez peut-être pas là, des pics de délinquance importants. Depuis 2020, elle a diminué de 4,1%. Ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Je suis heureux de pouvoir les partager avec les Bordelais. Vous contestez le chiffre de vos collègues, ministres. C'est un polémiquez avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur, si vous pouvez laisser la parole aux autres. Vous polémiquez même avec le ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas de réplique, monsieur Cazenave, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Cheville au corps. Vous êtes toujours pareil. C'est rassurant. C'est bon ? Alors, peut-être pour ne pas en parler trop longtemps, parce que les gens ont sans doute envie qu'on parle de leur loyer, de l'alimentation et de tout un tas de sujets, notamment les services publics qui les touchent. J'ai entendu parler du narcotrafic, par exemple. Le drame qui s'est passé aux Aubiers, la dernière fusillade, 4 personnes ont été arrêtées, elles venaient de Paris. On fait quoi ? On envoie des policiers municipaux avec des bazookas jusqu'à Paris chercher des délinquants. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le narcotrafic ne peut pas être réglé par la police municipale. Le narcotrafic peut être réglé par la police nationale, par des enquêtes, par un démantèlement des réseaux, notamment en s'en prenant en gros, parce qu'on a quand même tendance à aller voir les petits dealers en permanence, mais jamais démanteler le réseau. Et ensuite, pour finir, pour pouvoir avoir du temps pour parler d'autres sujets, je trouve que ce que vient de dire M. Cazenave est assez symptomatique. Il dit qu'il n'y a pas assez de voitures la nuit. Il y a 2 voitures de police nationale la nuit à Bordeaux. Les budgets qu'ils ont votés, c'est un désengagement total de la part de l'État. Et d'un côté, on soutient l'État, mais on dit aux mairies, allez, mettez plus d'argent, jusqu'à 80 millions selon M. de Sertine, c'est-à-dire plus que le budget de la culture, 4 fois le budget du CCAS, pour mettre des flics dans la rue à Bordeaux. Et ben on dit, nous, c'est pas notre rôle. Le rôle, d'abord, c'est celui de l'État, c'est le rôle régalien. Et il faut arrêter avec le désengagement de l'État. Allez, 2 dernières prises de parole. Oh, bah, tout le monde veut parler. Allez, Julie Rechagneux avait demandé avant. Je suis désolé, Philippe de Sertine. Ensuite, Virginie Bontou. Et on essaie d'aller vite parce qu'on a beaucoup de sujets en cours. Et vous aussi, Philippe Poutot. Allez, on y va. Dernier tour de piste, rapide. Ce qui est extrêmement triste dans cette histoire, c'est qu'effectivement, M. Urmic a l'air de se satisfaire de son bilan. Mais M. Urmic, il avait dit il y a quelques années qu'il ne voulait pas être un maire shérif. Le problème, c'est que lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas être un maire shérif, ce que les Bordelais, qui eux subissent l'insécurité, ont compris, ils ont compris qu'ils n'avaient plus de maire du tout. Maintenant, sur le nombre de policiers municipaux, effectivement, il y a une surenchère, j'entends 300, 400, mais on n'a pas les pistes d'économie qu'ont ces candidats pour pouvoir financer ce budget de la police municipale qui va exploser. Je suis la seule à avoir présenté un programme d'économie clair, c'est-à-dire que contrairement à mes adversaires, moi, je vais toucher au dogme de l'investissement public, je vais baisser l'investissement parce que l'investissement, c'est de l'emprunt et ce sera au final demain des dépenses et une hausse de la taxe foncière. Et je suis la seule à avoir un programme d'économie sérieux, concret, pour pouvoir financer la police municipale que je veux augmenter. Allez, on me glisse dans l'oreiller qu'on est déjà très en retard. Donc on fait très vite. Philippe de Sertine, Virginie Bontot. Donc très vite. Et Philippe. Je pense vraiment que ces problématiques de sécurité, dans le temps qui vient, parce que la question du narcotrafic, vous l'avez dit, aux Aubiers, ce sont des mineurs qui sont arrêtés. C'est terrible. On doit s'occuper de notre jeunesse. Et on doit s'engager de façon claire. Monsieur le maire, je suis désolé, mais j'ai regardé le débat d'il y a 6 ans. Je vous ai dit, il y a 6 ans, vous avez répondu, êtes-vous pour ou contre l'armement de la police municipale? Vous avez dit, résolument hostile. On doit s'engager de façon claire en disant, où est-ce que nous allons, comment nous le faisons et comment nous engageons auprès de nos citoyens. Le vote, c'est tous les 6 ans. On doit s'engager pour les 6 ans. C'est bien noté. Allez, Virginie Bontou, très vite, pardon. Là, je vais oui, vous parce préciser à partir de maintenant. On a parlé des trafics de drogue, mais quand on laisse des salles de shoot ouvertes, forcément, ça encourage le trafic de drogue. Donc je pense que déjà, il faut fermer les salles de shoot en priorité. Et effectivement... Il n'y a pas de salle de shoot à Bordeaux, madame. Ah bah si, au centre-ville. Et alors, les seringues qui traînent partout par terre, c'est quoi? C'est pas une salle de shoot si elle traîne par terre, justement, madame. C'est bien ça le problème. Non, mais en sortant, justement, il y en a partout. Vous en voulez une? Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de lieu, madame. S'il y avait un lieu, elle serait pas allez, partie. allez, Vous disiez des choses Vous dites n'importe quoi, madame. Ah bah non. N'importe quoi. Bah non. Vous voulez une salle de shoot? Il n'y a pas de Il y salle en de a shoot pas à Bordeaux. Mais est-ce que vous voulez une salle de shoot? Pierre Hermic, j'ai compris, vous vouliez une salle de shoot. Vous voulez une salle de consommation. Moi, je défends. C'est la question que je pose à Pierre Hermic qui dit qu'il n'y en a pas, que si on avait une consommation. Est-ce qu'il en faut une salle de shoot? Ça se fait dans toutes les grandes villes de France. Il n'y a qu'à Bordeaux que M. Cazenave parce que vous appelez ça consommation contrôlée. Ils sont c'est bien une salle de shoot. hostiles. Mais il faut avoir du courage de temps en temps. Je vais répondre très vite. J'aurais voulu que Pierre Hermic nous dise s'il veut une vraie salle de shoot. J'ai compris que oui, en aparté. Donc il va. Pourquoi moi je suis favorable à un CARUD? Je dis juste de manière pragmatique. Vous dites que vous êtes sur le terrain, je pense que je le suis beaucoup. Les riverains, les commerçants, ils disent on ne peut pas cohabiter
facilement, dignement les uns les autres avec dans le diffus cet équipement ici. Je plaide pour que ce soit dans un cadre hospitalier, pris en charge par la santé publique. C'est une solution pragmatique et d'ailleurs, nous avons sollicité l'État, ce que vous n'avez pas fait sur ce sujet-là, et je pense que les riverains comme les commerçants attendent cette décision pragmatique depuis longtemps. Je suis en pourparlers avec l'État pour cette salle depuis le début de mon mandat, M. Cazenave, avec le représentant de l'État qui n'est pas le ministre des Comptes publics, mais qui est le préfet. Le préfet pourra vous confirmer que nous en parlons régulièrement. Mais qui a obtenu un résultat? Allez, on s'entend plus, on écoute. Allez, Philippe Poutou, vous avez vraiment 20 secondes pour conclure, parce qu'ensuite on va passer à un autre sujet. 20 secondes, ça va être dur. En fait, pour simplifier, plutôt que de réprimer ou plutôt que d'être dans la logique de punir, on pense qu'il faut répondre aux souffrances sociales. Souffrance sociale, ça veut dire plutôt que de mettre des bleus, non, j'ai pas fini. Plutôt que de mettre des bleus dans la rue, il faudrait mettre d'autres couleurs, du rouge peut-être. Mais en tout cas, c'est la question de mettre plus de moyens dans les centres sociaux, dans les centres d'animation. C'est même la question des dispensaires de santé, des services publics de santé. Parce que là, on parle de CARUD ou de salles de shoot. En réalité, c'est comment on répond à la souffrance sociale et y compris même à une souffrance psychologique qui est réelle. On a vu des reportages sur la jeunesse étudiante, mais aussi dans les quartiers populaires. Donc, comment on répond à ça? Donc, en fait, c'est mettre des moyens pour répondre à cette souffrance sociale-là, c'est avoir cette préoccupation-là. Et sur l'insécurité, par exemple aussi, ce serait interdire l'expulsion des squats. Faire en sorte que les gens qui sont en galère, qui n'ont pas de logement, que ce soit des réfugiés ou pas, qui puissent être logés sans prendre le risque d'être virés par des décisions de la préfecture ou des fois même cautionnés par la métropole ou par la ville de Bordeaux. Donc en fait, il faudrait protéger d'abord, protéger les gens, faire en sorte qu'ils vivent normalement, décemment, qu'ils aient un logement et qu'ils même ils aient un emploi. Ça, c'est fondamental. Après, on peut faire les oraux et dire oui, il faut punir parce qu'il y a des méchants, mais déjà que le système, ils sont en capacité de permettre à ce que les gens vivent correctement, décemment et avec une égalité des droits pour toutes et tous. Merci Philippe Poutou. Merci pour cet échange. On aurait pu faire tout le débat là-dessus, mais hélas, il y a d'autres sujets. Enfin, c'est pas hélas d'ailleurs, c'est qu'on a bien d'autres sujets. Alors, on va un petit peu les compresser et les réduire à des questions un peu essentielles. Notre deuxième volet, qu'on voulait évoquer avec vous, c'est évidemment la mobilité, les déplacements dans cette ville de Bordeaux. Et on va un peu resserrer, comme on est vraiment très en retard, sur la place de la voiture. On va vous poser une question. Je vais vous demander de répondre très rapidement. Quelle place pour la voiture demain à Bordeaux? On écoute le micro-trottoir et ensuite on enchaîne et on va vite. Le stationnement, c'est toujours un point un peu compliqué. On tourne beaucoup pour essayer de trouver une place et c'est pas évident. Dans un premier temps, on a les sujets de congestion de la ville. Ça, on ne pourra pas y changer. Même chose au niveau des transports en commun. Peut-être un réaménagement global des axes principaux. Chaque fois qu'on vient, on a toujours des problèmes d'embouteillage. Je pense qu'une petite régulation du trafic, peut-être, ce ne serait pas inutile. Déjà, les rues piétonnes ou semi-piétonnes, telles que la rue Notre-Dame, puisqu'on est rue Notre-Dame, je les supprimerai complètement. Je laisserai la circulation reprendre place, et parce que les petits commerces se meurent les uns après les autres. On n'a plus de visibilité des petits commerces, il n'y a plus de passage, on ne peut plus se garer. Donc, à partir de là, il faudrait tout réformer, tout ça. Allez, place de la voiture. On commence avec vous, Julie Rochagneux. Vous êtes en retard sur les temps de parole, ça tombe bien. Justement, quelle place vous accordez demain à la voiture si vous êtes élu maire de Bordeaux? Alors, effectivement, quand il a été élu en 2020, M. Hormick a été clair. Il a dit qu'il voulait dégoter les automobilistes. Effectivement, il a réussi. Il a réussi à créer une ville forteresse dans laquelle aujourd'hui plus personne ne peut rentrer. Et ce n'est pas la vision que nous avons, nous, en réalité, de la ville. Il faut réfléchir les mobilités, il faut réfléchir le transport au niveau de la métropole. Et il ne faut pas que Bordeaux soit en réalité un centre fermé. Mais il a aussi eu un beau rôle, parce qu'en réalité, les rues qu'il a piétonnées, c'est des rues qui étaient des rues un peu historiques, avec des bâtiments anciens. Il a seulement fait, en réalité, des politiques et des mesurettes écologistes, parce que ce qui, demain, réduira concrètement la pollution et ce qui, demain, réduira concrètement les embouteillages, c'est le contournement par l'est de la rocade bordelaise. Parce qu'aujourd'hui, les Bordelais perdent en moyenne 100 heures par les bouchons, 100 heures par an dans les embouteillages. Et nous voulons contourner ce trafic, notamment international, de marchandises, et nous voulons contourner les personnes qui n'ont pas à venir directement à Bordeaux pour pouvoir désasphyxier la métropole et pour permettre demain le développement de notre territoire, parce que ce projet, il est structurant et c'est un projet essentiel pour pouvoir demain avoir une métropole qui respire et une métropole qui est de nouveau attractive. Philippe de Sertine, vous venez d'entendre Julie Rochagneux, place de la voiture en ville et grand contournement. Grand contournement, combien de milliards? Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en train de regarder comment on finance du point de vue public, combien d'années de travaux, de ponts, absolument impossible à envisager aujourd'hui dans l'état des finances publiques. On oublie, ces grands chantiers aujourd'hui sont impossibles pour des années. Place de la voiture, en réalité, par rapport aux trois autres moyens de transport,
les moyens de transport doux. Le premier, c'est les piétons. On l'a dit dans le reportage. Nous devons revoir fondamentalement l'état des trottoirs à Bordeaux. Ce n'est pas la question de la piétonisation, c'est la question de la qualité des trottoirs. Trottoirs accessibles à tous. Je veux, en tant que maire de Bordeaux, que Bordeaux soit une ville qui soit en concurrence avec toutes les autres villes européennes pour être la plus accessible aux personnes à mobilité réduite, à pied, avec des chaises roulantes ou avec d'ailleurs des poussettes également. C'est l'énorme problème que nous avons à Bordeaux pour les piétons. Deuxième élément, les vélos. Le vélo, nous devons continuer à développer le vélo à Bordeaux. C'est un élément fort dans la manière d'envisager les déplacements. Troisième aspect, ce sont les transports publics. Transports publics, aujourd'hui, nous avons un énorme problème des transports publics, c'est-à-dire le vieillissement de l'état de nos différents éléments, c'est-à-dire des rames notamment, des amortissements des bus. Quand vous prenez le tramway ou le bus, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc, on va avoir un énorme investissement simplement pour rénover, pour que nos tramways et nos bus refonctionnent correctement et à l'heure. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que par conséquent, nous n'avons pas les moyens, dans une ville de 55 000, une métropole de 55 000 hectares, avec sur sa rive droite des falaises très hautes, avec au-dessus des villes qui sont des villes avec des personnes souvent avec un niveau de revenu plus faible que dans le cœur de la métropole. On ne peut pas se permettre de couper je dirais, l'ensemble des déplacements en supprimant la voiture. Donc on travaille sur la manière dont on va revoir l'utilisation de la voiture. On ne peut plus être dans une logique de refus de la voiture. On doit regarder comment on va permettre d'avoir un maximum de voitures électriques sans interdire les autres, parce que souvent, les voitures qui sont les voitures un peu ostracisées sont celles des ménages les moins fortunés. Donc on doit avoir un vrai travail de réflexion pour refluidifier à l'intérieur de la ville tout ce qui va être le trafic automobile, indispensable pour que cette ville ne meure pas asphyxiée. Merci. Pierre Urmic, la ville est une forteresse anti-voiture? Beaucoup de choses, dont certaines avec lesquelles je suis relativement d'accord, à savoir que c'est, avant d'être un problème de centre-ville de Bordeaux, même si on fait beaucoup d'efforts pour rendre le centre-ville de Bordeaux le plus piéton possible, c'est d'abord un problème métropolitain. Je note aussi, on parle beaucoup de Bordeaux, mais vous avez l'enquête TomTom, dont vous êtes fait l'écho d'ailleurs, dans le Sud-Ouest, qui a classé récemment les grandes métropoles françaises en termes d'embouteillage. Il faut savoir qu'en 2019, la métropole bordelaise était considérée comme la 3e métropole la plus embouteillée. La dernière enquête TomTom, elle va vous rassurer, puisque nous sommes passés de la 3e à la 6e place. Donc la métropole bordelaise, grâce aux efforts qui sont faits en matière de promotion des mobilités alternatives, je pense au RER, je pense au bus, je pense au car express, je pense que la situation est en train de s'améliorer. Mais celui qui est bloqué sur la rocade, je comprends que lui considère que la situation pour lui ne s'est pas améliorée. Mais le rôle des politiques, c'est parfois un peu de zoomer, de prendre un peu de hauteur, de regarder un peu ce que disent des études sérieuses. Je note aussi que cette même étude, TomTom, dit que Bordeaux, qui avait la première place au niveau des embouteillages, a désormais la 2e. Je ne m'en satisfais pas, mais ça veut dire qu'il y a une trajectoire qui est entamée et que toutes les villes du monde, j'ai envie de le dire à mes concurrents, réduisent la place de la voiture. Je pense qu'il n'y a qu'à Bordeaux qu'on a ce débat rétrograde qui consiste à dire on va faire revenir des villes dans le centre de Bordeaux. Toutes les villes du monde sont engagées, enfin les villes modernes, je m'entends, sont engagées sur ce combat qu'il faut mener avec, je reconnais, un peu de courage, accepter des critiques, mais je vous promets que quand je piétonise, au départ, tout le monde est contre. Et une fois que c'est piétonisé, tout le monde est pour. Parce que la piétonisation, il faut le dire aussi, c'est bon pour le commerce. On a compris, Pierre Urmic, vous êtes très en avance sur le temps de parole, donc on va laisser un peu de temps aux autres. Allez, Thomas Cazenave et ensuite... Bon, deux choses. D'abord, je pense que vous voulez continuer la piétonisation de Bordeaux, vous l'avez dit, et donc réduire la place de la voiture. Moi, je défends dans cette campagne une autre position, celle du moratoire. Moratoire sur la suppression des places de parking en surface qui ont été supprimées par milliers, créant un vrai choc à la fois pour les habitants, mais aussi pour le commerce. On voit à quel point, contrairement à ce que vous dites, la piétonisation ne facilite pas le commerce. Aujourd'hui, le commerce est en grande difficulté parce qu'une partie de la clé du commerce, c'est l'accessibilité de la ville. La ville, elle s'est refermée, vous le savez. Moratoire aussi sur la piétonisation, parce que tout ça, ce n'est pas tant la place du piéton dans la ville, c'est la manière dont vous l'avez fait. De manière brutale, non concertée. Nous avons une vingtaine de collectifs aujourd'hui dans la ville, par exemple rue Georges Bonnac, sur le fait d'implanter sans concertation une piste cyclable à un autre endroit de là où elle figure. Donc c'est aussi cette méthode très brutale, très rapide, d'une certaine manière, qui a bouleversé tout le monde. Et puis après, vous dites, prenons de la hauteur. C'est pas moi, c'est la métropole, la circulation. Et vous avez raison de parler de la métropole. Bordeaux ne réussira pas sans la métropole.
nous avons besoin d'un nouveau tramway. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette campagne, moi je dis aussi que je suis candidat à la présidence de la métropole. Parce que Bordeaux a absolument besoin de la métropole pour réussir, répondre à ses problèmes de mobilité, parce que nous avons besoin d'un nouveau tramway, parce qu'il a 25 ans, et parce que si sur ces jeux de transport, nous avons besoin des deux. Et je considère que, contrairement au constat que vous faites, nous avons quand même de grandes difficultés. Nous sommes toujours la deuxième ville, je ne pense pas la sixième, Monsieur Hormick, sixième métropole, deuxième ville, la plus embouteillée. Donc ce sujet-là, c'est quand même une préoccupation du quotidien. On ne peut pas se contenter de ce que nous avons fait. Allez, Virginie Bontou, vous aussi vous êtes en retard. Donc voilà, sur les modes votre diagnostic, vous, pour mieux circuler à Bordeaux. Oui, ben, en effet, de toute façon, comme on l'a vu dans votre reportage, et comme on le constate, Bordeaux est trop embouteillé, mais plus on va piétoniser, plus on va embouteiller, plus on va enlever de places de parking, plus on va embouteiller. Et moi, ce qui m'étonne pour un maire écologiste, c'est que enlever des places de parking, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le temps de chercher pour se garer, on reste dans le circuit de la circulation. En restant dans le circuit de la circulation, on participe à créer un peu plus de bouchons et on participe à plus polluer. Donc je sais anti-écologique. Donc effectivement, rajouter, rendre les places de parking qui ont été enlevées déjà, et effectivement faire un moratoire pour pouvoir en rajouter éventuellement. Et alors sur le grand contournement, moi je vois quand même 3 difficultés. C'est que d'une part, c'est un projet à 10-15 ans, donc ça ne va pas résoudre le problème tout de suite. D'autre part, c'est très coûteux, et la mairie aujourd'hui est endettée à 409 millions d'euros. Donc on a quand même endetté la mairie de plus 62%. Depuis... C'est pas un financement mairie, le grand contournement, c'est un financement État. Oui, mais j'allais y venir. Laissez-moi finir. Vous m'interrompez depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien pouvoir finir. Allez. Non, mais je parle des finances en plus, donc c'est un projet qui est trop coûteux, et en plus, ce n'est pas de la compétence de la mairie de Bordeaux. Donc j'y vois 3 difficultés. Donc je pense que dans les médias, par rapport aux compétences de la mairie de Bordeaux, c'est plutôt s'occuper des places de parking pour pouvoir circuler plus facilement. Voilà, merci. Julie Rochagneux ? Très rapidement. Mais ce contournement, il est indispensable pour le développement du territoire. Maintenant, moi j'ai 30 ans, je fais partie d'une génération qui considère qu'on ne doit pas figer notre territoire et que l'histoire n'est pas figée. C'est-à-dire qu'on peut toujours évoluer. Vous savez que nous avons de grandes chances, évidemment, d'arriver au pouvoir en 2027. Et nous saurons trouver des pistes d'économie pour pouvoir investir massivement sur des projets qui sont totalement structurants, comme ce contournement. Oui, mais c'est maintenant les places de parking qu'il faut agir. C'est pas dans 15 ans. C'est maintenant qu'il faut les empêcher d'être au pouvoir en 2027 aussi. Allez, Nordine, on parle de la place de la voiture, mais je pense qu'il faut réfléchir à la mobilité dans son ensemble. Il faut dire la vérité, c'est-à-dire que la voiture occupe 70% de l'espace public alors qu'elle ne concerne que 30% des mobilités. Donc il faut qu'on partage la rue entre les piétons, les cyclistes, la voiture et les transports en commun qui ne sont pas publics, monsieur de Sertine, pas encore, mais qui le seront dès que nous aurons gagné cette élection. Donc nous pensons qu'il faut développer... Oui, donc ce ne sont pas des transports publics, mais... Donc nous pensons qu'il faut développer les réseaux de transport, qu'il faut connecter Bordeaux à son territoire, parce que malheureusement, des gens sont obligés de venir en voiture à Bordeaux, et qu'on a eu tendance à construire cette ville en englobant toutes les richesses du territoire, et que maintenant, on se plaint que des gens viennent du Médoc jusqu'à Bordeaux. Donc il faut créer des parkings, je vois que vous vouliez que je conclue déjà, mais il faut créer des parkings à l'extérieur de Bordeaux pour que les gens puissent utiliser les transports en commun, qui seront donc publics. Il faut passer en régie publique les transports en commun pour qu'il y ait un contrôle direct de la puissance publique, de la collectivité et des citoyennes et des citoyens des transports en commun. Il faut les développer, augmenter le cadençage et les réfléchir à l'échelle de Bordeaux. Je veux dire, on a créé une voie de tramway qui va de la gare à l'aéroport. Quel Bordelais a besoin d'aller de la gare à l'aéroport ? C'est encore, on construit cette ville pour les touristes, or on empêche les Bordelaises et les Bordelais d'utiliser les transports en commun convenablement. Et c'est de la même manière, on a réduit le cadençage entre la rive droite et la rive gauche de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on continue d'enclaver la ville. Et puis, il faut aussi, moi je pense, avoir une vraie volonté volontariste pour les mobilités douces. Moi, je suis un piéton, par exemple. J'ai beaucoup d'amis qui sont cyclistes. On se plaint de l'insécurité, puisqu'on parlait de sécurité, parce qu'il n'y a pas assez de réseaux cyclables sécurisés. Donc, il faut développer largement la possibilité d'utiliser son vélo et qu'on ne peut pas culpabiliser les gens. Les gens prennent leur voiture généralement parce qu'ils n'ont pas le choix. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir du choix et donc développer les transports en commun. Philippe Poutou, votre vision des transports, vous, gratuité ? C'est un peu comme les surenchères sécuritaires. Il n'y a jamais de bilan qui est fait des politiques passées.
et de constat sur l'inefficacité de ce qui est proposé. Aujourd'hui, en question de transport, mais comme pour la question du logement, on paye très cher les aberrations des politiques qui ont été menées pendant des années. Sur le transport, c'est la suppression du tram à Bordeaux, par exemple, qui existait, et c'est la dégradation du service ferroviaire, qui était, enfin, quand on compare la carte ferroviaire d'il y a 50 ans ou à 60 ans et aujourd'hui, donc du coup, on voit toutes les politiques aberrantes, toute la bêtise de ces politiques-là, du tout voiture, et donc de la lutte contre tout ce qui pouvait être, enfin, de la dégradation de tout ce qui pouvait être transport collectif. Aujourd'hui, ça se paye, saturation des transports, et on ne sait plus trop par quel bout prendre la chose. Et dès qu'on fait un petit peu de piste cyclable ou dès qu'on fait même un contournement, on sait que ça ne résoudra rien, ça sera toujours en retard. Tant qu'on ne romprend pas, tant qu'on ne fera pas de rupture avec les logiques de métropolisation. Parce que là aussi, c'est une aberration. Vouloir concentrer en un espace très réduit autant de population, de richesses et d'activités, évidemment que ça pose des problèmes. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que déjà, il faudrait discuter d'un réaménagement du territoire. C'est comment on remet de l'activité dans les territoires autour des métropoles. Comment on remet des services publics, des commerces, et comment on fait en sorte justement que les gens, ils n'aient pas l'obligation de venir à la métropole pour travailler ou pour des services publics. Donc ça, c'est un problème de fond. Et là, on verrait bien que des choses se résolveraient. D'ailleurs, la question de la voiture, elle est plus problématique pour les gens qui vivent loin des métropoles que pour les gens qui vivent en métropole, en réalité. La voiture est un outil souvent indispensable parce qu'il n'y a pas de train, parce qu'il n'y a pas de bus, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faudrait collectivement. Pour finir vite, nous, on défend évidemment un service public des transports, pas qu'à l'échelle de la ville, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est à l'échelle métropolitaine, mais même, il faudra en discuter à une échelle départementale, pourquoi pas même régionale, en lien avec les trains régionaux, la question du tram, la question du bus, enfin voilà, évidemment de le renforcer, d'y mettre tous les moyens, parce que ça paraît un besoin fondamental, le transport. Et pour cela, c'est un service public. Ça ne peut être qu'un service public. On est contre les DSP parce qu'il n'y a pas de raison de se faire de l'argent sur un transport et sur un transport collectif. Et nous défendons évidemment la gratuité qui, pour nous, est un besoin fondamental pour les gens. Enfin, ça paraît, M. Romic parlait tout à l'heure de modernité. Il a du mal avec cette modernité-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de grandes agglomérations, beaucoup de grandes villes vont vers la gratuité des transports parce que ça paraît complètement logique. Un accès gratuit à des choses qui sont très importantes pour se déplacer, pour aller se soigner ou pour aller travailler, ou tout simplement pour les loisirs. Mais justement, gratuité des transports, très très court, je sais que ça mérite des développements, mais Philippe Poutou pose le sujet, Nordi Raymond, Merci, pour, j'avais oublié de le dire, oui, pour. Pour Pierre Hermic, gratuité des transports. Gratuité totale. Totale, non, mais je considère que déjà la métropole avait la tarification solidaire. Nous avons des prix de transport en commun qui sont très attractifs pour 100 000 personnes, donc 80 000 gratuités. Moi, je ne suis pas pour la gratuité pour tout le monde. Je considère que ceux qui peuvent se payer un ticket de tramway peuvent le faire. Par contre, je suis pour expérimenter la gratuité pour les plus jeunes. On va l'expérimenter pour voir ce que ça peut donner en termes de résultats. Gratuité des transports, Thomas Cazenave, pareil, très court. Non, parce que ça n'existe pas, la gratuité. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc moi, je ne suis pas favorable, y compris à étendre la gratuité qui existe aujourd'hui, parce que d'abord, il faudrait la financer. Et vu l'état des finances de la métropole et de la ville, je crois qu'on n'en a pas, par ailleurs, les moyens au-delà même de l'opposition philosophique. Philippe de Sertine. Même question qu'il y a 6 ans, hein, c'était la même chose, même débat, on n'a pas avancé. Donc gratuité totale, pour moi, impossible. En revanche, approche beaucoup plus sociale, en disant chacun doit pouvoir, parce que c'est un droit, de pouvoir payer son droit de transport en fonction de ses ressources. Totalement d'accord. Julie Rochagneux. Évidemment non, parce que ça a été dit, la gratuité totale n'existe pas, surtout qu'en France, vous savez que le prix du billet, en réalité, ne paye que 20% du coût du service. Donc là aussi, c'est une question qu'il faudra se poser sur le développement du transport public. Mais en revanche, il faut une tarification qui est plus intéressante, notamment pour les familles nombreuses. Virginie Bontou, gratuité pour contre. Contre la gratuité totale, effectivement, pour tout ce qui a été déjà évoqué, effectivement, il n'y a rien qui est gratuit. Quelqu'un finit toujours par payer. Et par contre, effectivement, pour qu'il y ait une facilité pour les jeunes et les familles nombreuses, ça, je suis d'accord. Allez, Philippe Poutou, vous êtes légèrement en retard. La gratuité existe quand même dans des très grandes villes, dans des très grandes agglomérations. Gratuité totale des transports, hein, c'est une histoire de fiscalité. En fait, c'est se démerder à ce qu'en fait, on priorise la gratuité sur certaines choses. Et puis autre chose, ce qui est marrant, c'est que celles et ceux qui peuvent défendre aujourd'hui, enfin qui peuvent combattre la gratuité, ça ne les gêne pas d'avoir la gratuité quand on est élu à la métropole. Les élus métropolitains ont la gratuité de transport. Donc ce qui est rigolo, c'est que ces élus qui ont la gratuité des transports, moi j'ai la gratuité, depuis 6 ans, je ne paye pas le transport. Donc c'est quand même assez marrant de voir, enfin marrant, c'est même assez ironique, ironie noire, de voir des gens qui ont la gratuité et qui vont dire non, mais pour les gens, non, pour nous oui, mais pas pour les gens. Donc là, c'est quand même, ça montre aussi les contradictions des raisonnements.
Vous voyez, Monsieur Potou, pour une fois, je vais être d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord pour que les élus aient la gratuité, effectivement, sur les transports. On parlera des alliances Une après. fois. Une seconde, parce que c'est quand même il faut placer. Des fois, il faut, en effet, monsieur le maire disait, il faut zoomer. Et j'invite j'invite ceux qui nous écoutent à regarder les débats à l'Assemblée nationale quand on a rendu l'école gratuite. On avait les mêmes arguments. La gratuité n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Et ben, je suis fier d'être dans un pays où aucun enfant ne paye pour accéder à l'école. Allez, merci sur ce sujet. On passe à un autre sujet. Pareil, on va faire un effort de concision. Le logement, la question du logement, c'est une des questions clés aussi de cette élection municipale. Marché locatif, évidemment le marché de l'achat immobilier. Comment on se loge? Est-ce que tout le monde a droit de citer aujourd'hui à Bordeaux? Avant de vous lancer sur le sujet et connaître votre diagnostic, on regarde ce qu'en pensent évidemment les Bordelaises et les Bordelais. Rendre les logements plus accessibles, notamment aux personnes qui sont en situation de précarité. Et j'essaierai de lutter au maximum contre la spéculation immobilière. Sur les jeunes aussi, parce que c'est important, il y a beaucoup de problèmes pour se loger actuellement. Trouver des appartements étudiants quand même moins chers ou vraiment s'adapter au budget étudiant parce que c'est quand même très cher ici. Pour la précarité étudiante, c'est surtout essayer de favoriser les logements étudiants, pas que forcément pour les boursiers. Alors, on a vu cette série de témoignages, difficultés à se loger. Alors, quel est votre diagnostic? Qui veut se lancer en premier ou est-ce que je désigne un volontaire, comme à l'école? Allez, Nordine Raymond. Déjà dire que quand on parle de logement, je pense déjà à ceux qui n'en ont pas et qui concernent quand même près de 2500 personnes sur la métropole qui vivent à la rue alors qu'il y a environ 30 000 logements vacants et notamment 12 500 logements vacants sur la ville. Et vous savez peut-être que CNews a créé une polémique autour de cette proposition de la réquisition des logements. Dans les 12 500 logements vacants dont je parle, il y a des biens publics qui peuvent être réhabilités. J'ai révélé il y a peu de temps le bien qui est au-dessus de l'école des menus, qui concerne près de 300 mètres carrés. Je sais que monsieur le maire va me dire oui, mais il faut créer une deuxième entrée. Très bien, on a juste à créer une deuxième entrée, à le réhabiliter et à loger des gens. Donc il y a cette question des gens qui n'en ont pas, d'abord. Et il faut héberger les gens qui n'ont pas accès à un logement. Et ensuite, je crois que c'est un problème fondamental. Les gens ne peuvent plus se loger dans cette ville. Et quand je dis les gens, je dis évidemment d'abord les jeunes et les étudiants qui doivent se priver de repas pour pouvoir payer leur loyer, on l'a entendu, mais je dis aussi plus globalement tous les gens comme moi qui ont un salaire pas très haut et qui maintenant doivent mettre 50% de leur salaire, de leurs revenus dans leur logement. Et donc je crois que le meilleur moyen de rendre de l'argent aux Bordelaises et des Bordelais, c'est une politique ultra volontariste sur la baisse des loyers. Pas seulement l'encadrement des loyers comme l'a fait la métropole, qui n'est même pas respecté par 25% des propriétaires, et auquel nous proposons de faire respecter à travers une brigade du logement. Il faut faire baisser les loyers. Il faut faire baisser les loyers chez les bailleurs sociaux où nous siégeons. La ville siège. D'ailleurs, InCité est dirigée par un adjoint de M. Urmic. Et pourtant, les loyers ont augmenté à InCité. Il faut faire baisser les loyers sur les bailleurs sociaux. Et ensuite, il faut avoir une politique volontariste pour faire baisser les loyers. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas se loger dans cette ville. Ce n'est pas possible que les étudiantes et les étudiants continuent de se priver de repas pour pouvoir payer leur loyer. Virginie Bontou, vous êtes en retard sur le logement. C'est quoi votre feuille de route? Alors, moi, justement, je suis contre l'encadrement des loyers, clairement, puisqu'en fait, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'encadrement des loyers, il y a beaucoup moins d'investisseurs dans Bordeaux. Il y a beaucoup de logements vacants, parce qu'aujourd'hui, avec le label frugal, avec toutes les normes qu'on rajoute, ça coûte trop cher de rénover, et donc avec un loyer trop bas. Et je pense que le marché s'autorégule tout seul. Il faut qu'effectivement les logements vacants qui appartiennent à la municipalité puissent être rénovés pour accueillir des étudiants et en fait faire de la location courte, en fait, pour qu'il y ait une rotation. Ça, je pense que ça peut être une priorité. Les logements sociaux actuels, effectivement, il faut prioriser pour tous les travailleurs précaires. Et je pense que ceux qui travaillent doivent être prioritaires sur ces logements. Donc ça, c'est principalement les mesures que je propose. Que vous proposez. Alors, est-ce que le marché s'autorégule, Pierre Urmic? Certainement pas. C'est pour ça qu'il faut une politique volontariste du logement. Moi, je suis totalement fan de ce que j'ai entendu dans les vidéos qu'on vient de voir. Il y a un problème d'accessibilité au logement à Bordeaux, mais je veux voir aussi tous les efforts qui ont été faits, tous les outils dont nous disposons en tant que maire pour précisément améliorer cette accessibilité. D'abord, favoriser le logement social. Nous avons fait de gros efforts pendant ce mandat. Nous étions à 18,5% de logements sociaux à Bordeaux. Nous sommes passés à 20,5%. Je vous promets que c'est une La loi SRU est à 25%. Oui, mais vous avez vu d'où on partait. Vous avez vu le retard. Donc, nous avons beaucoup progressé en seulement 6 ans.
également l'encadrement des loyers, mais l'encadrement des loyers, je vous invite à lire de temps en temps quelques études qui disent que ça marche. Heureusement, nous avons été autorisés, ce n'est pas la métropole, contrairement à ce que j'ai entendu, la ville de Bordeaux a été autorisée à expérimenter l'encadrement des loyers, mais je vous promets que l'encadrement des loyers, c'est un des outils qui permet de limiter la hausse des loyers dans Bordeaux. Donc tous ces outils-là, il faut les mobiliser. Nous allons le faire encore plus durant un nouveau mandat, mais je pense que la trajectoire, elle est entamée et qu'il faut poursuivre pour pouvoir répondre à toutes ces légitimes interrogations, qu'il soit moins difficile de se loger à Bordeaux. Excusez-moi, juste la preuve que non. La preuve, ça ne marche pas, parce qu'il y a plus de logements vacants, il y a plus de logements en meublé, il y a plus de contournements, en fait, justement pour contourner cette loi. Donc, justement, vous avez la preuve. Les Bordelais vous disent qu'ils ont des problèmes pour se loger, et vous dites que ça marche. Non, ça ne marche pas. Allez, Julie Rochagneux, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole. Alors Vous, effectivement, sur le logement social, on nous impose 25% de logement social dans la ville de Bordeaux, mais la réalité c'est que la loi SRU c'est un échec. C'est-à-dire qu'effectivement, on a augmenté là dans les dernières années, M. Remic l'a dit, le pourcentage de logement social à Bordeaux, mais il y a toujours plus de dossiers de personnes qui peuvent avoir un logement social. Donc il faut évidemment revoir ces critères-là, il faut aussi revoir le fait d'imposer de manière unilatérale et de manière descendante à toutes les villes, quelle qu'elle soit, ce taux de 25%, parce que la réalité c'est que Bordeaux c'est une ville qui est horizontale, c'est une ville avec une architecture particulière. Et on voit que tous les nouveaux quartiers qui sont sortis de terre, avec notamment 40% de logements sociaux, Ginko, Euratlantique, tous ces quartiers-là ont défiguré Bordeaux et que la vie n'y est pas agréable. Et c'est d'ailleurs ce que nous faut remonter toutes les personnes qui vivent dans ces quartiers, qui subissent l'insécurité et qui vivent dans des quartiers qui ne sont pas sympathiques à vivre. Et nous voulons créer un véritable choc d'offres, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, avec tous ces bureaux anciens qui ne sont plus occupés. Et nous voulons utiliser les PUP et le projet urbain partenarial pour pouvoir rénover ces bâtiments et que, en réalité, ils se transforment en logements pour pouvoir évidemment faire baisser le prix du marché à Bordeaux. Merci Julie Rochagneux. Philippe de Sertine. Même sujet, exactement le même il y a 6 ans. Non seulement ça n'a pas bougé, mais ça a régressé. Je pense que là, maintenant, on doit dire cette question du logement, elle est capitale, parce qu'en effet, elle est à la base d'énormément de problèmes que nous connaissons, et pour le développement, et pour la manière dont les Bordelais vivent à Bordeaux. Donc, l'idée première, c'est de dire, en effet, demande de logement social très très loin d'être satisfaite, 1 sur 10 à peu près. Pourquoi ? Parce que tout le parcours résidentiel à Bordeaux est totalement bloqué. Nous avons une crise du logement à Bordeaux beaucoup plus grave que dans la plupart des villes de France. La France étant en crise de logement beaucoup plus grave que le reste de l'Europe. Donc là, on a à vraiment avoir un raisonnement pragmatique en disant comment, on va réduire le coût du logement, notamment pour les logements intermédiaires. Et les logements intermédiaires, vous voyez, c'est très concret. C'est T2, T3 pour les familles, les jeunes familles, les familles avec enfants, et avec cette idée qu'ensuite, quand nous sommes dans l'évolution du temps du parcours résidentiel, les besoins changent par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'ensuite, on n'a pas forcément besoin d'un T4 parce qu'on va avoir des familles recomposées, mais on va avoir 2 T3, voire 3 T3. Donc il faut qu'on change complètement notre approche, qu'on ait une approche extrêmement volontariste de ce point de vue. On a évoqué les logements étudiants. Ça existe, Philippe de Sertine, Atlantique, les prix sont plafonnés, les prix et vous avez une immense partie de ces logements qui ne sont pas utilisés. Donc on doit vraiment avoir une approche qui va être une approche beaucoup plus claire, beaucoup plus volontariste de ce point de vue, avec un élément extrêmement important. Bordeaux, 32% de propriétaires contre 57% en France. Aujourd'hui, le logement pour des personnes ayant des revenus modestes est la seule manière d'épargner. Et l'épargne va être capitale dans les temps qui viennent. Donc on doit absolument trouver des solutions pour que le logement coûte moins cher et permette l'épargne. Et ça, je propose un plan très précis de ce point de vue qui va fonctionner. Bordeaux va être ville pilote, c'est l'endroit où on va vraiment pouvoir résoudre tout cela. Et permettez-moi juste, je termine, parce que ça, c'est un aspect, à mon sens, qui est aussi une de nos responsabilités de nos générations. Oui, je suis d'accord, personnellement, je trouve que les nouveaux quartiers ne sont pas beaux et que nous avons vraiment une préoccupation esthétique qu'il va falloir absolument communiquer aux architectes. Bordeaux est une ville magnifique et elle doit penser et sa crise du logement et son patrimoine. Et là, pour le coup, je pense aussi que nous avons des gens extraordinaires à Bordeaux, des architectes extraordinaires qui vont nous permettre de trouver aussi des solutions techniques, mais aussi des solutions esthétiques. Alors, on fera un prochain débat pour définir le beau, mais ce n'est pas exactement le sujet. Le lait, je peux vraiment vous aider. Il manque surtout des espaces verts dans les nouveaux quartiers au-delà de la beauté. Autour de ça, Thomas Cazenave. Moi, je ne me reconnais pas dans un discours qui pointerait du doigt un certain nombre de quartiers dans Bordeaux. Nous avons des Bordelaises et des Bordelais qui y habitent à Ginko, qui habitent au bassin à flot, qui habitent à Belvédère, à Brazza. L'enjeu, c'est de réussir ces quartiers. Donc, il y a un enjeu
d'animation, il y a un enjeu d'équipement public. Ces quartiers sont là, à nous aussi de les faire vivre. Voilà, ce sont des Bordelaises et des Bordelais comme tout le monde. Ils ont droit aussi à notre considération et le fait qu'on défende ces quartiers comme le cœur de ville. J'entendais Pierre Hormic à l'instant constater qu'il ne respecte pas la loi SRU. Et d'ailleurs, c'était son engagement en 2020 en disant « Avec moi, il y aura 25% de logements sociaux ». Petit pas, tout petit pas en effet. Pourquoi ? Parce que vous avez complètement grippé toute la politique du logement à Bordeaux. Ce sont tous les professionnels qui nous le disent, qui vous le disent. Vous avez créé des normes qui n'existaient nulle part ailleurs. L'écologie à la bordelaise, dont vous revendiquez, c'est des normes sur des normes. Donc il y a le label frugal bordelais, en plus de la RE 2020, en plus du PLU, en plus du code de l'urbanisme. Donc c'est devenu très difficile. Il faut 3 ans pour avoir un permis de construire. Donc on ne sort pas facilement les opérations. Et c'est criminel d'une certaine manière, parce que ce que l'on voit dans le reportage, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui n'arrive pas à se loger, des étudiants qui repartent parce qu'ils ne trouvent pas, alors même qu'ils sont admis à l'université, des familles qui quittent Bordeaux parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a une pénurie de logements. Donc ce n'est pas en multipliant les règles, les normes, les encadrements. Il faut plus de logements. Et il y a des surfaces vides dans Bordeaux. Nous, on défend l'opération Cœur de Ville. Il faut la réhabilitation urbaine. Nous avons plus de 50 000 m² de bureaux vides dans Bordeaux. Pourquoi ? Parce que changement des modes d'organisation, télétravail, on doit autoriser la conversion pour remettre dans la ville des familles, des jeunes, utiliser ce que nous avons. Ensuite, porter une véritable ambition pour Bordeaux-Nord. Il y a une partie des opérations qui sont lancées parce que nous devons avoir du logement abordable, notamment pour les familles les plus jeunes. Et puis, au-delà du choc de simplification de l'opération Cœur de Ville, voir loin. En effet, une partie de la solution du logement se fera même à l'extérieur de Bordeaux. Nous avons un projet transpartisan. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord avec Pierre Hormic. Le RER métropolitain qui doit nous permettre de défendre une vision équilibrée de l'aménagement du territoire près des gares qui seront desservies pour y amener aussi du logement, de l'activité économique, parce que tout ne se retrouvera pas dans Bordeaux pour répondre à la crise du logement que nous vivons aujourd'hui. Merci Thomas Cazenave. Philippe Poutou, sur le logement. Alors, je vous rappelle juste une règle, on n'a pas le droit au coaching pendant le match. Non mais moi je suis mort, si je n'ai pas de coach, je suis mort. Quoi. Je vois que vous avez consulté votre conseil scientifique. J'en ai besoin, c'est mon oreillette. Mais voilà. Vous avez des oreillettes, non ? Peut-être pas aujourd'hui. Mais voilà. Absolument, mais personne ne me souffle les questions, curieusement. Philippe Poutou, un peu plus, Cazenave, il allait défendre la réquisition des logements vides. On a eu peur là, un petit moment, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mais ce qui est à noter aussi, c'est quand Cazenave critique en permanence le maire et l'équipe sortante, là, alors que 90 ou 95% de délibérations ont été votées par son groupe pendant les 6 ans. Mais y compris sur les questions de logement, sur les questions d'aménagement. Donc du coup, c'est aussi, il faut bien mesurer ça. Pendant les campagnes, les désaccords se réaffirment, mais dans la vie de tous les jours, mais bon, ça se voit pas parce que personne n'assiste aux conseils municipaux et personne suit de près. Mais ça serait intéressant de suivre. Maintenant, sur la question du logement, donc il y a plein de choses. Et je sais pas, j'ai noté, puis j'ai des coachs derrière qui m'ont dit des choses. En fait, ce qui est terrible dans Bordeaux, et même sous Hormic, qui a eu une grande politique volontariste, mais des fois peut-être pas si volontariste que ça, c'est que les hôtels de luxe ont poussé beaucoup plus vite que des centres d'accueil de logement d'urgence. Voilà, donc si on fait un constat, qu'est-ce qui a été créé en structure de logement d'urgence comparé aux 5-6 hôtels de luxe qui sont apparus pendant la mandature, et c'est pas fini, d'autres sont en projet. Donc ça, c'est un problème, et on voit bien comment des élus d'une classe sociale plutôt aisée vont avoir des préoccupations qui concernent plus les gens aisés, et vont moins voir les difficultés, les souffrances sociales, et donc moins axés sur des politiques sociales. Donc là, on peut se vanter, la mairie se vante d'être pas très loin, enfin d'être à 5 points de la loi SRU, d'être à 20 au lieu de 25, mais même si on était à 25, ça ne répondrait pas à toute la souffrance sociale, parce qu'en fait, c'est 25% de logements sociaux, on sait qu'aujourd'hui, peut-être la moitié de la population est dans une situation sociale quand même difficile, donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être même mettre à 50% de logements sociaux. Dans logements sociaux, il faut distinguer aussi logements sociaux et logements très sociaux, parce qu'en fait, on peut tout mélanger, mais ça ne concerne pas forcément les personnes les plus précaires, donc ça, c'est aussi très important à discuter. Donc sur la question du logement, nous, on pense que la politique volontariste, ce serait déjà réquisitionner, c'est un mot qui fait peur et qui est peut-être radical, mais c'est la question d'occuper tout ce qui est vide aujourd'hui, donc la réhabilitation, et arrêter de démolir, et même la mairie, comme celle-là, comme les précédentes, c'est de vendre le foncier public à du privé. Déjà, ce serait garder ce que la collectivité a, parce que la collectivité, bien évidemment, c'est déterminant aujourd'hui pour mener des politiques
politique sociale, c'est que les pouvoirs publics, ils aient la main sur ça. Donc c'est combattre le secteur privé de l'immobilier, qui lui a des logiques autres, son intérêt c'est le profit, c'est les affaires. On le voit avec Marignan, qui fait n'importe quoi, qui ne respecte pas la loi, qui va détruire un hangar derrière Darwin, couvert par le maire par la suite. Bon, tout ça, on voit bien qu'il y a une sorte de délinquance aussi du côté des promoteurs et des affairistes. Voilà. Du côté des bailleurs sociaux, ce serait bien qu'il y ait un contrôle de la collectivité plus importante, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la question des loyers, la question du chauffage quand ça tombe en panne, la question de l'entretien des bâtiments, bien souvent, les habitants sont maltraités, parce qu'en fait, ils demandent des choses, et puis les bailleurs, ils disent, ben non, c'est pas possible, ou ils répondent pas du tout. Donc là aussi, il y aurait besoin d'un contrôle beaucoup plus démocratique entre les habitants qui sont concernés et les bailleurs sociaux, Merci. et qu'il y ait du pouvoir pour les habitants qui puissent raisonner, régler leurs trucs. Et je suis Allez, désolé, ça y est, je suis un peu lent. vous êtes parti comme une flèche, on peut plus non, vous non, mais, arrêter. et puis voilà, la réquisition, vous inquiétez pas, on a d'autres sujets, public, Philippe en fait, Poutou. service public du foncier, il faut ça. Et voilà, bon, Eh j'arrête ben, là. c'est parfait. Voilà. Merci Philippe Poutou, Julie Rochagneux. Oui, non, Vous avez un petit... très rapidement, parce que ce ne sont pas les habitants de ces quartiers-là que je stigmatise, et évidemment que je montre du doigt, mais M. Cazenave, vous avez rencontré comme moi les habitants de Ginko, qui, je pense, vous ont fait part des mêmes problématiques que ce qu'ils m'ont dit. Et la réalité, c'est que nous nous opposons à ce que veut faire Pierre Urmic dans les 6 années qui viennent, si jamais il était réélu, c'est-à-dire construire la ville sur la ville et entasser des gens dans des tours, parce que ça n'est pas écologique et parce que ça ne correspond pas aux aspirations des Français. Et on ne peut pas à la fois déplorer le fait que les familles ne veulent pas venir vivre à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, et à la fois vouloir les entasser dans des tours. Juste Les une question habitants de qui a Ginko, été... ils demandent principalement des services publics, des espaces verts et pouvoir décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé que sous cette mandature, ça manquait de démocratie. Ils demandaient, je ne vois pas de quoi vous parlez d'autre. Alors, mais j'ai une question pour Julie Rochagneux. Aussi, nettoyage du lac, honnêtement. Hein. C'est une question politique. La mairie doit-elle intervenir pour tenter d'encadrer, orienter le marché, justement? Est-ce que le marché se régule de votre point de vue? La réalité, c'est qu'il faut faire un choc d'offres, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire permettre de mettre massivement sur le marché des nouveaux logements. Mais la réalité de l'encadrement du loyer, c'est qu'effectivement, les gens ont moins envie d'investir et que tout ce qui a été fait, même au niveau national, c'est-à-dire le DPE, les diagnostics énergétiques, la hausse de la taxe foncière au niveau local, fait que les personnes n'ont plus envie d'être propriétaires. Et c'est l'esprit français de devenir propriétaire pour pouvoir demain transmettre à ses enfants et aux générations futures le bien que l'on a acquis. Donc je suis évidemment contre l'encadrement des loyers. Allez, très vite pour conclure, Pierre Urmic, on a un dernier sujet. Oui, les logiques libérales en matière de construction, tout le monde sait que ça ne marche pas, c'est l'anarchie. Tout le monde devrait être d'accord pour dire qu'il faut une régulation, une intervention des collectivités, notamment des villes. Moi, je suis heureux de voir qu'on a pu booster le logement social à Bordeaux ces dernières années, compte tenu du retard qui était le nôtre. Le label du bâtiment frugal bordelais, je tiens à dire ici, c'est un label qui a été discuté avec les professionnels, avec les promoteurs. Et aujourd'hui, l'inconvénient avec les conservateurs comme M. Cazenave, c'est qu'il ne faudrait rien toucher. Il faut faire en sorte aujourd'hui que les constructions nouvelles ne soient pas de la bétonisation comme le faisaient si bien vos prédécesseurs. Il faut vos alliés politiques, nos prédécesseurs, vos alliés politiques. Le label du bâtiment frugal bordelais, c'est un excellent outil qui nous permet de répondre aux impératifs climatiques. Et je tiens à dire, contrairement à ce que vous indiquez, ça n'a aucunement freiné la construction à Bordeaux. Je pense que vous ne savez même pas le nombre de constructions que l'on a réalisées. Excusez-moi, vous êtes uniquement dans la critique des intentions sans aucune solution. Mais parce que vous êtes que dans les pétitions de principe. Mais le label, c'est pas une pétition. Mais le label, il y a eu 2 opérations. J'ai participé à l'inauguration de la première d'ailleurs. C'est une école privée qui s'installe du côté des Chartrons. Donc en fait, la réalité, vous avez... Non, mais attendez, je vous réponds, monsieur Urmic. Il y a 2 opérations, ça fait 6 ans. Vous pouvez juste constater, vous pouvez quand même constater que ça n'a pas marché et que les exigences climatiques, elles se retrouvent déjà dans un niveau de normes au niveau national, BDN au niveau régional. Les opérateurs, ils n'arrivent plus à sortir d'opérations parce qu'on en fait trop. Excusez-moi. Et le fait, et je vais finir de vous répondre, le fait d'avoir ralenti le logement à Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé? On continue à pousser les gens de plus en plus loin, les mêmes qu'on retrouve dans leur voiture, Pierre Urmic. On n'a pas c'est ralenti. létalement. Bien sûr que si production vous avez ralenti, vous le savez très bien. Foncier, je sais pas Et donc pourquoi vous augmentez l'étalement urbain. Et le nombre de personnes sur la rocade, le nombre de personnes qui utilisent leur voiture. Donc c'est très anti-écologique le fait de refuser une politique du logement volontariste. Philippe Dessertine. Je rappelle, puisque j'étais aux très belles réunions de Sud-Ouest au Grand Parc, et je crois que j'étais le seul de cette salle, sur le logement social à la fin de l'année, et les bailleurs sociaux disent on a difficulté sur les normes à Bordeaux, les bailleurs sociaux. Donc là, je crois vraiment qu'il faut qu'on ait une vision pragmatique en disant c'est une question urgente de relancer le logement à Bordeaux par tous les moyens. Parfait. On va passer à notre dernier sujet. Là, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Je vous le dis. Non, on va essayer de parler de tout quand même. Parce que après, je vais vous dire, messieurs,
vous prenez beaucoup la parole et les deux candidates féminines sont très en retard sur le temps de parole. Alors Ça, c'est à vous d'arbitrer. ben, c'est ce que je suis en train de faire, vous voyez, je vous passe gentiment le message pour vous le dire. Donc, on va passer au dernier sujet et ben, on va donner la parole aux deux candidates ici. Le dernier sujet, c'est quoi? C'est, allez, on appelait ça qualité de vie, ça recouvre ben, voilà, les aménités de la ville, ça recouvre l'écologie. Bref, quelle qualité de vie à Bordeaux? On écoute les Bordelais, les Bordelaises, et on donne la parole aux candidats. L'écologie, ouais, je pense que c'est vraiment l'accent à mettre en premier, quoi. Davantage d'infrastructures écologiques, plus de verdure, moins de minéralisation. Plein de verdure, voilà, pour qu'on ait un peu d'ombre, qu'on soit un peu mieux, qu'on ait moins chaud. Je vis en centre-ville, donc l'été j'ai très chaud. Peut-être mettre un peu plus d'arbres à certains endroits. Ce serait bien de créer plus d'espaces verts. Le jardin public c'est cool et tout, mais ce serait bien d'en avoir un peu plus dans la ville. Je remettrai le sapin normal. J'enlève au restaurant qu'il a mis. Bordeaux natif, mais ça manque d'espace vert. Et je rêverais d'une ville où il y a vraiment des grands parcs. Là, on n'a que le jardin public et malheureusement, c'est un peu tout, quoi. Il y a le jardin botanique, mais qui est très loin aussi. Et il y a plein d'endroits où je me dis, les allées de Tourny, c'est nul comme endroit. Venez, on en fait juste un grand parc, quoi. Ouais, c'est clair. Allez, sur cette question de l'écologie en ville, est-ce que vous avez fait un changement, vous, Virginie Bontou, et je poserai la même question à Julie Richagnou, sur ce dernier mandat? La ville s'est verdie. Est-ce que vous pouvez quand même accorder quelques bons points au maire sur la végétalisation ou pas du tout? Même pas, malheureusement. Non, parce que je pense que quand on dépense des millions pour casser un trottoir, pour planter 3 arbres, alors qu'on avait des zones en friche à côté qu'on pouvait végétaliser, je pense qu'en fait c'est de l'argent dépensé pour rien. Le sapin de Noël, il y a quelqu'un qui l'a dit et je pense que tous les Bordelais sont unanimes. Mettre un sapin en verre et en ferraille au nom de l'écologie, je pense que c'est anti-écologique. Je pense qu'on aurait mieux fait de planter un sapin. On le plante place Péparlan, on le laisse pousser, ça fera de l'ombre l'été. Et les seules dépenses qu'auront à faire la mairie, ce seront quelques décorations supplémentaires à chaque Noël parce que le sapin aura grandi. Donc ça c'est beaucoup plus écologique à mon sens. Et on parlait de qualité de vie, et donc du coup pour la qualité de vie des Bordelais, c'est ce que les Bordelais demandent. Donc moi je suis pour dépenser beaucoup moins, qu'on végétalise avec des arbres, pas avec des mauvaises herbes qui se dessèchent, qu'on végétalise la ville sur les zones actuellement en friche, mais qu'on arrête de dépenser des millions pour casser les trottoirs, mettre un arbre et rebétonner autour de l'arbre. En fait, il n'y a aucun bon sens. Aucun bon sens. Julie Rochagne, justement cette question de l'écologie en ville, parce que y a quand même un sujet, c'est le réchauffement climatique. On le sait, il fait plus chaud. Ici à Bordeaux, on l'a vécu. On a battu des records de température ces dernières années. Voilà, comment on répond à ça? Est-ce que la politique mise en œuvre, y a le compte, selon vous? Alors, ce que Pierre Urmic a reçu en héritage en 2020, c'est une ville à l'élégance classique. C'est une ville qui avait une beauté ordonnée, une beauté pensée. C'est une ville qui a été créée, qui a été réfléchie par l'intendant Tourny, qui a inspiré un siècle plus tard Haussmann, qui a lui créé Paris. Et la réalité, c'est que Pierre Urmic, il a reçu cette ville en héritage, mais il en a fait un laboratoire pour ses délires écolos. Il a fait des micro-forêts urbaines qui sont maintenant des dépotoirs et des nids à rats. Il a saccagé aussi le parc bordelais. Alors, il n'est pas venu au débat qui a été organisé par Codérant Mon Village, mais c'est bien dommage parce que ce que ses habitants nous ont dit, c'est que le parc bordelais a été totalement défiguré. Alors nous allons arrêter de prendre les Bordelais pour des cobayes et nous allons enfin faire une écologie qui est intelligente, qui est adaptée à la ville. Parce que Bordeaux, elle n'a pas besoin de se rêver campagne. Bordeaux, c'est une ville qui peut faire de l'écologie intelligente. Nous allons créer notamment 2 pépinières métropolitaines qui seront adossées à nos 2 jardins botaniques pour pouvoir cultiver ici les essences que l'on plantera plus tard. Nous favoriserons le platane, qui est une essence du sud-ouest et qui, le sait, est résistant notamment au réchauffement climatique. Et nous ferons en sorte que la ville soit demain de nouveau praticable pour les Bordelais et soit aussi belle, parce que c'est notre fierté Bordeaux. Et nous voulons rendre aux Bordelais la fierté d'être Bordelais. Philippe de Sertine, Julie Rochagne parlait délire écolo. Vous partagez ? Moi, je pense que nous devons vraiment lancer une vraie approche écologique à multiples dimensions. Lorsqu'on évoque réchauffement climatique, par exemple, impératif ultra vite de travailler sur les écoles pour que les écoles, par exemple, soient isolées par rapport au risque de canicule. Ça, c'est fondamental que les enfants puissent être à l'abri des canicules à l'intérieur des écoles. Pour moi, plus important que de planter des arbres qui parfois d'ailleurs posent problème quand on les plante, par exemple, rive droite, et que vous grattez de la terre qui a beaucoup de mâche-fer et qui va remonter des éléments qui peuvent être nocifs.
Avoir une approche de désimperméabilisation très importante, continuer, poursuivre cette approche-là. Pourquoi ? Parce que nous avons une dimension très forte. C'est un bon point quand même pour le maire sortant ? Je crois qu'il faut le regarder toujours à l'endroit où on le fait et comment on l'envisage. Si on poursuit, on doit avoir cette idée de l'eau. L'eau va être absolument cruciale dans les temps qui viennent. C'est la première des ressources. Bordeaux, ville du vin, doit être aussi ville de l'eau. On va travailler sur, par exemple, les économies en eau qu'il va falloir envisager. De la même façon, et malheureusement c'est une actualité qui est une actualité récente et pas drôle du tout pour notre région, travailler sur l'eau comme première menace du dérèglement climatique, c'est-à-dire la montée des eaux. Bordeaux doit être une ville pilote sur ces différentes dimensions très importantes. Nous évoquons les arbres, nous avons vu ce qui se passe quand nous avons des très gros coups de vent. Et les très gros coups de vent, ils vont être de plus en plus rapprochés. On doit avoir une réflexion intelligente par rapport à cela. Planter des arbres, évidemment, vous pouvez dire, je mets un gland dans le sol et je vais planter un arbre. Je dois réfléchir au type d'arbre, comment je l'approvisionne en eau. On a beaucoup d'arbres plantés qui sont malheureusement morts du fait d'une insuffisance hydrique, avec d'ailleurs parfois des questions un peu bizarres sur qui doit arroser un arbre du point de vue des organisations métropolitaines ou de la mairie. Enfin, avoir une vision qui soit une vision complètement en phase avec les vraies dimensions de la logique écologique, qui est vraiment, en ce qui me concerne en tant que maire, une de mes préoccupations majeures. Ordinairement, vous êtes en retard justement sur cette question. Et oui, vous êtes en retard. Alors, je ne suis pas en retard sur la question, je suis en retard sur le temps de parole. Parce que justement, moi, je suis assez marqué que cette question traverse assez peu cette élection municipale. Pourtant, nous avons un maire écologiste sortant. Et je crois, M. Urmic, qu'à courir après M. Cazenave sur la sécurité et sur plein de sujets, nous loupons un sujet qui est absolument capital, qui est ce sujet de l'écologie. Parce que l'écologie, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une stratégie commune. Vous l'avez vu, la Garonne a débordé il y a peu de temps. Tous les rapports scientifiques démontrent qu'en 2100, plus 4 degrés, il y a des quartiers qui ne sont pas très loin, qui sont sous l'eau. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps. Je vais faire des propositions maintenant. Je crois qu'il faut absolument avoir une écologie qui s'oppose au système. Je pense par exemple au paquebot de croisière. C'était d'ailleurs une promesse de campagne de Pierre Urmic. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste déplacer le problème un peu plus loin chez les voisins, alors que sur le sujet des paquebots croisières, il y a le sujet évidemment de la pollution liée aux particules fines, le sujet de l'atrophisation des sols sous-marins, mais aussi le sujet du tourisme de masse qui est hyper polluant et du modèle touristique qu'on veut imposer aux Bordelaises et aux Bordelais. Je crois qu'il y a eu un loupé, un énorme loupé, on va mettre 13 millions dans les allées de Tourny et aux Aubiers. On a besoin d'espaces verts dans les quartiers populaires, on a besoin d'espaces verts, pourtant on met tout l'argent dans les quartiers de centre-ville. Cette place, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je ne la trouvais pas absolument immonde et qu'il fallait la rénover tout de suite. Quand on va aux Aubiers, je peux vous promettre que les gens ils réclament des jardins, ils réclament de la verdure. Dans tous les nouveaux projets qui ont été faits, Euratlantique, il manque de verdure, on ne respecte même pas les normes imposées par l'OMS. De la même manière, M. Urmic devait s'opposer à la rue Bordelaise, c'était une promesse de campagne. Pourtant, alors ça s'appelle Canopia maintenant, ça fait un peu plus écolo, mais on a un projet qui est très similaire. Je sais que vous allez dire que vous allez un peu modifier, il a été modifié à la marge. Donc il faut maintenant se confronter au système, arrêter avec l'imperméabilisation des sols, créer des espaces de chaleur. Et puis je crois que ça concerne évidemment un grand plan de rénovation des logements. Les Bordelaises et les Bordelais ont trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Et donc, il faut engager un grand plan de rénovation thermique en associant les artisans locaux, en leur permettant d'avoir accès à la ville, on en a parlé notamment sur les transports, en leur permettant de pouvoir intervenir, en créant un carnet d'adresses d'artisans locaux. Et comme ça, on fait tourner une économie locale. Et en plus, on permet de rénover les bâtiments qui sont à l'heure actuelle endommagés à Bordeaux. Merci, Nordine Raymond. Thomas Cazenave, Pierre Urmic. J'entends. Vous faites bien des politesses. Hein, oui, c'est vrai. Vous êtes... Non, je dois vous avouer que je préfère entendre les Bordelaises et les Bordelais qu'on vient d'entendre que mes concurrents qui sont systématiquement contre toutes les initiatives que j'ai pu prendre sur le terrain de l'écologie. Je pense que l'écologie réclame aussi du courage, peut-être moins de démagogie, et de dire qu'il faut avoir une vision globale, il faut réinventer la ville comme nous le faisons actuellement, c'est-à-dire réinventer les mobilités, réinventer la manière de construire, réinventer les déplacements, bien entendu. Donc je pense que tout cela demande, réclame une vision globale de la ville que je n'ai pas entendue. Quand on dit qu'on végétalise la ville de Bordeaux, j'aimerais que vous entendiez que nous avons multiplié par 2 le patrimoine végétal de la ville de Bordeaux. C'est énorme. Nous avons besoin de cette végétalisation pour résister aux étés de plus en plus caniculaires que nous allons être amenés à traverser. Donc il faut avoir cette vision globale que je n'ai pas entendue de votre part et continuer. Vous savez,
la végétalisation ne va pas s'arrêter, je l'espère, après cette élection municipale. Nous avons pour projet de créer 7 nouveaux parcs, 6 nouvelles grandes places, continuer à améliorer les cheminements piétons, assurer des liaisons vertes entre les quartiers. Tout ça va contribuer à faire en sorte que Bordeaux puisse enfin être une ville qui résiste, qui s'adapte au dérèglement climatique. À un mot, une ville qui est capable de se réinventer, à une condition que chaque mesure ne fasse pas l'objet de polémiques systématiques. Vous parlez des allées tournées. Les allées tournées, c'est un îlot de chaleur urbain majeur. On a proposé de le végétaliser, lever de bouclier de la part de certains. Je pense qu'il faut dire que par moment, il faut prendre des initiatives, mais ne pas rester dans cette espèce de conservatisme démago. Allez, vous êtes très en avance. Et de mauvais aloi. Allez, Oui, le ton a changé. Ben, finalement, vous voyez, Le ton a changé. allez-y, Thomas Cazenave. Non, mais je veux dire que l'écologie à la bordelaise que vante Pierre Hormic, elle a quand même commencé effectivement avec la polémique sur le sapin, et elle se termine avec les allées de Tourny. Permettez-nous de ne pas être d'accord avec vous sur les allées de Tourny en disant que ça ne fait absolument pas avancer la cause de la transition écologique dans la ville. Vous n'avez pas le monopole d'ailleurs de la transition écologique, monsieur Hormic. Moi, je le dis que la végétalisation, j'y suis favorable. Ça n'a pas été un combat contre l'action de Pierre Hormic. Mais on peut se dire que quand on a déclaré l'urgence climatique, c'est un peu court. La question de l'eau qui a été évoquée, pourquoi on continue à utiliser de l'eau potable dans des usages qui ne le nécessitent pas, pour arroser, pour nettoyer? Pourquoi on n'a pas rénové nos écoles publiques? Non, on n'a pas rénové. Vous avez végétalisé les cours d'école. Vous avez fait un choix, qui est un choix, qui est un choix politique. On a eu ce débat au conseil municipal. Vous le savez, vous avez construit des écoles. Combien d'écoles ont été fermées au mois de juin parce qu'il faisait trop chaud, monsieur le maire? Vous le savez, il y en a plusieurs parce qu'il y fait trop chaud, elles n'ont pas été rénovées. Vous avez fait un choix. Il y a 119 écoles, je reconnais ne pas avoir rénové au cours de ce mandat. Vous n'avez pas prioritaires. les cours se passent dans les écoles, pas à l'extérieur. Vous avez fait le choix du plus visible, la politique de l'arbre. Mais la politique de rénovation énergétique, c'est bon pour le climat. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est bon pour l'économie aussi. C'est le label du bâtiment frugal. Et vous continuez à contestez. m'interrompre. Essayez quand même de respecter le... Non, la rénovation énergétique, elle aurait pu se faire. C'est un choix de ne pas l'avoir fait, tout comme c'est un choix de ne pas avoir encouragé les Bordelaises et les Bordelais de s'équiper davantage de véhicules propres, comme les véhicules électriques, en mettant plus de bornes de recharge dans la ville. Donc je dis juste que la végétalisation, oui, on n'est pas du tout opposé. Même on a encouragé, on a soutenu Pierre Hormic là-dessus, mais on lui dit, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de transition écologique. Et quand il s'émeut qu'on conteste les aménagements des allées de Tourny, c'est pas un combat climatique, c'est un combat idéologique sur le plan urbain. C'est ça que vous avez voulu avoir, un petit marqueur en fin de mandat, et reconnaissez que vous êtes trompé. Voilà, allez Philippe Poutou, voilà, sur l'écologie, la place de l'arbre en ville et sur les allées de Tourny. Et rapidement. Ce qui est compliqué dans ce sujet-là, c'est que tout le monde est devenu écolo en fait ces dernières années. La droite est devenue écolo, au point de reprocher à la gauche écologiste de ne pas faire assez d'écologie. Et puis même, on a des multinationales très pollueuses comme Total qui sont devenues écolos. Donc en fait, on s'y retrouve plus vraiment, quoi. On voit bien que le système capitaliste s'adapte très bien à des normes écologiques et sans pourtant changer les politiques de fond, c'est-à-dire en continuant des politiques destructrices. Donc ça, c'est une première chose. Après, comment on s'en sort ? Nous, on a vu déjà y a des projets qui se mettent en place. Alors, c'est pas que Bordeaux, c'est la métropole. Le projet M, un traitement nickel-cobalt, soutenu y compris par une partie de la gauche, même pas capable de combattre ce projet-là. Et les écolos n'ont pas été capables de voter contre la délibération. On voit aussi l'usine à saumon, on voit la LGV et on voit le data center. Voilà, tous ces projets qui sont particulièrement nuisibles, qui sont à la fois défendus par la droite et par la gauche. Des fois, les écolos, ils sont un peu en difficulté parce qu'ils voient bien que ça se contredit par rapport à ce qu'ils défendent lors des campagnes électorales, mais bon, ils laissent faire. Donc on a un vrai problème en fait de promesses pendant les campagnes électorales, de postures qui sont celles, voilà, nous on est écolo, nous on est volontaristes, vous allez voir, et puis en fait il ne se passe pas grand-chose à l'arrivée. Donc le problème qu'on a envie de poser, mais c'est celui qui a été un peu discuté juste avant sur la question du logement, la question du contrôle public, des pouvoirs publics sur les politiques économiques. Donc nous, ça nous semble très, très important et même fondamental. Le problème qu'on a, c'est que si les pouvoirs publics sont dominés par la gauche
la droite ultralibérale ou la gauche libérale, on ne s'en sort pas. Donc ça pose le problème d'un contrôle populaire. Ça pose le problème d'outils entre les mains de la population qui puissent décider et pas laisser les élus faire n'importe quoi comme c'est le cas aujourd'hui. Et à ce propos-là, on peut quand même exprimer un soutien à tous les collectifs environnementaux, les collectifs qui sont en lutte aujourd'hui contre le projet M, contre l'usine à saumon au Verdon, contre la LGV, contre le data center. En fait, il y a plein de batailles politiques à mener aujourd'hui. Il faut que la population s'en empare. Elle est directement concernée et il faudrait que les collectivités mettent en place des outils démocratiques, de démocratie directe pour que la population puisse décider de ce qui la concerne. Ok, bien noté. Écoutez, on a à peu près... Oui, mais Virginie Bontoux. Excusez-moi, je voulais réagir par rapport à ce que M. Virmic disait sur la végétalisation des cours de récréation. Ce n'est pas de la végétalisation qui a été fait. C'est noté sur la délibération du conseil municipal. C'est des cours de récréation non genrés. Donc, excusez-moi, c'est une idéologie, là. On n'est pas dans l'écologie, on n'est pas dans la végétalisation. Et je voulais aussi répondre à M. Raymond qui veut arrêter les bateaux de croisière. On n'a pas parlé des commerces aujourd'hui. Les commerces qui souffrent. Les commerces ont besoin... Notamment celui de la CCI, les commerces bordelais, faut vraiment que vous ayez des chiffres, notamment la CCI, c'est pas mes amis. Allez, j'ai sous les yeux alors, c'est pas je peux pas laisser Je ne vous ai pas interrompu. Parler de sujets qu'elle ne maîtrise pas. Je ne vous ai pas interrompu. Il n'y a jamais eu autant de création de commerces. On écoute. Il faut aller au tribunal de commerce. Il faut aller au tribunal de commerce. Vous allez voir. Messieurs, je parle de ceux qui ferment. Messieurs, on écoute Virginie Bontoux. C'est terrible. Je vois que vous êtes d'accord avec l'extrême droite, c'est très bien. Pierre Hermic, s'il vous plaît. On est d'accord objectivement avec les chiffres. On est d'accord avec la réalité. Arrêtez avec votre extrême droite et des arguments au moins, parce que ça, c'est pas un argument. C'est la réalité. Allez, terminez, Virginie Bontoux. Vous démontrez juste que vous êtes d'extrême droite. Ah, on arrive à la fin du débat, tout le monde est un peu sur les nerfs, là. Avant que vous m'interrompiez. Ne dites pas n'importe quoi sur le commerce bordelais. Mais c'est formidable. Et en fait, elle est où la démocratie? Vous laissez parler les personnes un petit peu? Virginie Bontoux. Donc je voulais répondre sur les bateaux de croisière, parce qu'effectivement, on ne parle pas assez des commerces. Les commerces ont besoin de tourisme. Donc si on supprime les bateaux de croisière, ça enlève encore du chiffre d'affaires au commerce. Donc non, moi je ne suis pas pour enlever les bateaux de croisière. Je pense qu'il faut, au niveau écologique, électrifier les quais pour que les bateaux, effectivement, polluent moins quand ils sont à quai. Ils se branchent sur le système électrique. Ça fera un revenu pour la mairie en plus. Donc voilà, je voulais répondre à ça et aussi à M. Poutou éventuellement, qui disait voilà, la droite s'empare de l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, d'accord? C'est juste du bon sens, l'écologie. C'est de l'anticapitalisme. C'est du bon sens. Donc monsieur Pierre Hermic en a fait une idéologie, alors que l'écologie appartient à tout le monde, à chaque citoyen, et c'est juste du bon sens. Julie Rochagneux. Juste très rapidement, mais moi je suis ravie que M. Hermic ait été très honnête dans sa prise de parole. Il a dit qu'il voulait tout réinventer. Eh bien, encore une fois, nous ne voulons pas tout réinventer et nous en avons marre que les Bordelais soient pris pour des cobayes. Et d'ailleurs, il veut tout réinventer, mais sur les allées Tourny, par exemple, c'est un cabinet d'urbanistes nantais. Donc nous avons besoin de Nantais pour savoir ce qu'il faut faire à Bordeaux, M. Hermic. Bon, répondez. D'abord, je n'ai pas dit que je voulais tout réinventer. J'ai dit que répondre aux défis climatiques nous impose de réinventer la ville. J'ai dit, et je le redis ici, dès qu'on propose des solutions, elles sont toutes immédiatement l'objet de critiques et de polémiques systématiques. C'est tout ce que j'ai dit. Après, sur le commerce, moi je veux dire un mot sur le commerce. J'aimerais bien que vous regardiez de temps en temps des documents officiels. J'ai sous les yeux les résultats de l'Observatoire des linéaires commerciaux du centre-ville Bordeaux, qui a paru à une date récente, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous y plonger, qui montre que le premier bilan pour 2025, c'est des commerces qui sont plus nombreux qu'en 2024. Et je note que c'est un taux de vacances des commerces qui, lui, est particulièrement intéressant à observer. Je suis en mesure de vous dire que le taux de vacances était de 9,4% à Bordeaux en 2024 et qu'il est passé à 7,4%. Bordeaux est une ville de France. Je sais que vous ne le reconnaîtrez pas, mais je vous invite à regarder les documents officiels. C'est une ville de France dans laquelle il y a le moins de vacances commerciales. Donc je le redis, le commerce bordelais se porte bien et la piétonisation d'une partie importante du centre-ville n'a fait que booster le commerce à Bordeaux, comme d'ailleurs dans toutes les grandes villes de France. Eh bien, parfait, le commerce, c'était pas sur la feuille de route. Vous êtes encore allons-y. Nos parkings, nos commerces, mais c'est dépassé, ça, monsieur Sartine. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Attendez, il n'a pas parlé, Pierre Hermic. Bon, d'accord, laissez-le parler. Pardonnez-moi, monsieur le maire, d'ailleurs, vous êtes tout le temps dans vos statistiques. Moi, je sillonne la ville, je vois le nombre de commerces à vendre, monsieur Hermic, à vendre et qui ne trouvent pas preneur. Je vois dans le tribunal de commerce le nombre de défauts associés
à des commerçants de Bordeaux. Aujourd'hui, le commerce indépendant de Bordeaux est en train de mourir, monsieur Urmic, et il faut absolument comprendre. Mais arrêtez vos statistiques en me disant... Non, mais quand vous êtes en train de me dire ça, moi je vous emmène dans plein d'endroits où vous voyez les rideaux tirés du jour au lendemain, et c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y en a moins qu'ailleurs, vous bénéficiez d'une ville qui est naturellement commerçante. Mais cette ville, elle voit aujourd'hui son commerce souffrir, et ce sont les échos qui nous remontent de partout, du centre-ville, comme des barrières, comme des quartiers. Et à chaque fois, vous avez des commerçants qui vous disent « si ça continue, j'arrête ». Moi, je l'entends et je dis « nous allons défendre le commerce, nous allons lui permettre de se maintenir et nous allons même l'augmenter ». Thomas Cazenave et Nordine Raymond. On ne peut pas laisser dire ce que vient de dire Pierre Urmic. Vous êtes vraiment le candidat du déni. Déni, mais non, mais déni sur les problèmes que nous traversons. Pardonnez-moi, on débat de la sécurité parce qu'il y a un problème de sécurité à Bordeaux, et je peux vous dire qu'il y a un problème de commerce bordelais. Vous évoquez la vacance. Non, sur votre mandature, la vacance, elle a augmenté. Elle était de 6,5% en 2021 et de 7,5%. Le chiffre que vous avez pris, c'est 2024. 2024-2025. Mais le début de votre mandature, la vacance a augmenté. Vous savez quel est le taux de vacances dans le centre-ville ? Est-ce que vous connaissez le taux de vacances dans le centre-ville ? C'est 15% dans le centre-ville. Il n'y a qu'à se balader, dans le centre-ville de Bordeaux. Et le nombre de commerces. Est-ce que vous savez, je vais poser une question, est-ce que vous savez où la vacance commerciale est la plus importante à Bordeaux? Alors là, c'est le jeu des questions et des réponses, on va s'écouter parler. Oui, mais ça ne va pas l'améliorer. Ça ne va pas l'améliorer, je crois, hélas. Et ils vous l'ont tous dit, les commerçants. Un, ils ont un problème de fréquentation. Deux, ils ont un problème d'attractivité. Ils veulent une ville propre, une ville illuminée, une ville éclairée, une ville agréable à vivre, une ville où la place de la Bourse a été rééclairé, puisque ça fait depuis 2023 qu'on est là-dessus. Donc c'est ça, on veut envie de Bordeaux. Oui, c'est toujours... Mais on connaît votre réponse. Dès qu'il y a un problème, c'est les autres. Mais non, vous le savez très bien. Allez, on arrive au bout du débat. Vous le savez très bien, votre conflit. Peut-être le seul ici qui moi, je suis très tenu fier un d'avoir été commerce ministre. pendant 10 ans. Donc si je peux avoir un mot à dire, j'ai tenu un commerce pendant 10 ans, juste en face de ce lieu d'ailleurs. Je trouve ça rigolo parce que là, on est dans une élection municipale, donc la ville est accusée de tout. Et je vais prendre la défense de Pierre Urmic, une fois n'est pas coutume. La réalité, moi je suis dans la restauration, pourquoi les gens ne peuvent pas venir? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est de la faute des politiques de l'État et de la faute des politiques des libéraux qui sont représentés ici que les gens ne peuvent plus aller dans le commerce. La réalité, c'est que tout le monde le voit, les loyers ont augmenté, les transports ont augmenté, la vie a augmenté. Et donc si on veut aider les commerces, c'est pas en disant il faut nettoyer les trottoirs. Évidemment qu'il faut nettoyer les trottoirs et que les trottoirs soient propres, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut rendre du pouvoir d'achat aux Bordelaises et des Bordelais pour qu'ils puissent aller dans les commerces. Le reste de dire c'est de la faute de la ville ou je ne sais quoi, c'est du blabla. La réalité, c'est que monsieur Macron, enfin excusez-moi, monsieur Cazenave, qui a été ministre du budget, a ruiné ce pays, a eu une trajectoire qu'il n'a même pas su prévoir et qu'il a accusé d'ailleurs les fonctionnaires de l'État en disant c'est pas de ma faute, c'est les autres. Donc voilà la réalité. Les gens sont pauvres dans cette ville. Et si vous ne savez pas voir ça, alors vous ne comprenez rien aux sujets sociaux de cette ville. Simplement un petit fact-checking, parce que vous savez qu'on est super bien organisés, nous, à TV7 et à Sud-Ouest. La vacance commerciale, les chiffres officiels, tout Bordeaux, 7,4%. Les 15% de vacances commerciales concernent des secteurs très particuliers. On parle des allées de Tourny, et notamment du secteur de la rue du Loup. Voilà. Le centre-ville. Comme quoi il faut les refaire. Le centre-ville. Ce sont deux artères. Non, ça justifie pas de les refaire. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Non. On n'aime pas vos aménagements. C'est vrai, je suis obligé de vous le dire. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Voilà, vous ne serez pas surpris. Vite fait, je suis devenu commerçant, petit commerçant. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais c'est juste pour rassurer, je ne suis pas en souffrance. Et on n'est pas en souffrance avec Béatrice pour l'instant. Et puis voilà, donc on croise les doigts, ou je touche du bois. Hein, ça, c'est du bois, c'est ça? Oui. Et sinon, sur le commerce, ça dépend de quoi on discute. Parce que le petit commerce ou le commerce, c'est aussi une invasion de Carrefour Market, de ce genre de trucs. Donc si c'est pour occuper les rues de Bordeaux avec que des commerces comme ça, c'est un problème aussi. Ce qu'on aimerait bien, c'est aussi un commerce de proximité, un commerce proche des populations. Et on le voit aujourd'hui parce que quand on dit, là, ça discute du centre Bordeaux comme par hasard, évidemment, on regarde que le centre de Bordeaux. Mais ce qui est terrible, c'est que des quartiers comme le Grand Parc, les Aubiers ou même la Benoge, il y a un désert de ce point de vue-là. Il y a le Grand Parc, c'est caricatural, ou même les Aubiers, c'est qu'il y a quasiment rien. Et ça montre aussi tout le mépris des pouvoirs publics par rapport à ces quartiers-là qui sont délaissés. Et un commerce important aussi, c'est pas juste l'histoire du commerce, c'est aussi des services publics, l'importance d'une vie économique, d'une vie sociale, notamment des cafés, des bars qui permettraient aux gens de se retrouver et de discuter. Et comme par hasard, les quartiers populaires sont démunis. Et donc c'est aussi ça qu'il faudrait discuter, d'un rééquilibrage ou en tout cas d'un volontarisme. Hein. Le maire en parle beaucoup du volontarisme, il n'a pas celui-là. De comment on peut réimplanter justement une vie sociale dans les quartiers qui sont les plus en souffrance aujourd'hui.
Parfait. Écoutez, on arrive quasiment au terme de nos débats. Alors, il y a des déséquilibres un petit peu. Et écoutez, on essaie de veiller au mieux. Néanmoins, avant qu'on se quitte, avant de vous laisser à vos cartes blanches, du coup, mesdames, vous aurez un peu plus de temps ainsi que vous, Nordine Raymond. Donc, je vous ferai des grands gestes pour vous dire stop, stop, stop ou continuer. Quelques questions, allez, politiques. On a commencé de cet échange avec le sondage qui donnait voilà, la photographie. On disait à l'instant T, va se poser les questions des alliances, puisqu'il semble qu'à ce stade, personne ne soit en mesure voilà, ne se détache réellement. Pierre Hermic est certes bien devant, mais peut-être aura-t-il besoin de voix au second tour. Thomas Cazenave, dans ce match du centre-droit, on peut le qualifier comme ça, vous avez une courte tête d'avance. Bref, Adrien, nous avons quelques questions précises à poser aux uns et aux autres. Effectivement, on voit bien dans ce sondage, aussi imparfait soit-il, que les alliances vont compter. Si ce n'est pas avant le premier tour, ce sera sûrement entre les deux. On a commencé ce débat avec une sorte d'appel du pied de Thomas Cazenave à Philippe de Sertine. Est-ce que Philippe de Sertine, vous avez envie de répondre à cette question que tout le monde se pose au fond? Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous êtes prêt à une alliance? Est-ce que vous êtes prêt à un rapprochement? Si les chiffres du sondage sont les mêmes au soir du 15 mars. Je fais une citation de Thomas Cazenave il y a 6 ans, qui avait dit « Je me maintiendrai parce que je veux un nouveau projet pour Bordeaux et je veux une nouvelle équipe ». Je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous devons avoir une approche claire de la démocratie française. La démocratie française, elle dit il y a un premier tour. C'est le jugement des urnes. On n'est pas en train de tirer des plans sur la comète sur la base d'un sondage ou sur la base d'accords politiques. Je suis citoyen, les personnes qui m'entourent sont dans une logique citoyenne, et notre logique citoyenne, c'est de dire nous portons pour les citoyens un projet, et nous allons voir le soir du premier tour ce qu'en pensent nos concitoyens bordelais. Et moi, personnellement, je suis vraiment dans cette idée forte. Que se passe-t-il au premier tour? Et là, lorsqu'on est en train de regarder, de voir comment il peut y avoir des alliances ou des choses comme ça, c'est le monde politique traditionnel. Je ne suis pas un politique traditionnel. Je suis désolé de vous décevoir de ce point de vue, mais nous sommes, nous, dans une logique de perspective. Comment notre projet va être reçu par les Bordelais le 15 mars. Si je peux me permettre, en 2020, Thomas Cazenave avait tenu ses propos et il avait rejoint Nicolas Florian. Et d'ailleurs, la liste avait perdu, sachin. Non, Thomas Cazenave, Ouais, voilà, vous moi, renouvelez votre appel du pied? Non, mais moi, je le reformule, et deux, je pense que c'est bien d'être clair sur avec qui on peut travailler, y compris au soir du second tour. Je pense que c'est une question qui est posée on va la poser à Pierre chacun et d'entre Nordine nous. Raymond. Moi, je l'ai dit, l'alternance à Bordeaux, elle est possible. C'est ce que dit votre sondage aujourd'hui, à date d'aujourd'hui. Elle est possible si on arrive à rassembler encore plus largement les forces politiques qui le souhaitent. Donc Philippe de Sertine, il en fait partie. Il a entre les mains une partie des clés du scrutin. Est-ce que c'est d'ailleurs avec moi, ou bien avec Pierre Hermic, ou bien avec un autre qu'il est capable demain de s'allier? Je pense que les électeurs du premier tour, ils souhaitent cette clarté, parce que c'est un choix très important qui engage aussi l'étape d'après de cette échéance fondamentale pour l'avenir de notre ville. Même question, Pierre Hermic. Vous pouvez travailler avec Nordine Raymond de la France Insoumise? Moi, je suis prêt à travailler d'abord avec toutes les électrices et les électeurs qui me font confiance. J'ai un socle dur de partis politiques d'une gauche de gouvernement qui ont bien géré la ville ces dernières années. Naturellement, je suis conscient du fait que les élections, elles se gagnent si on va chercher les électrices et les électeurs, une par une, un par un. Et je crois davantage à ces logiques de campagne, de rencontres, que des logiques d'appareil. Vous le savez, je crois être connu comme tel. Je ne suis pas un homme d'appareil. Je souhaite poursuivre la politique telle qu'on l'a menée ces 6 dernières années, l'améliorer naturellement sur certains points, l'intensifier vraisemblablement sur d'autres, mais je continuerai en tout cas sur cette lancée et je suis persuadé que beaucoup d'électrices et électeurs bordelais de gauche se retrouvent dans le projet que nous avons mené et au-delà naturellement, vous le savez, une forte participation de la société civile sur notre liste nous permet d'avoir aussi une liste qui ressemble et qui rassemble les Bordelaises et les Bordelais. Nordine Raymond, disons les choses clairement, évitons la langue de bois, très clairement. Moi, si je suis en tête du premier tour, je tendrai la main à l'ensemble de la gauche. Je proposerai à l'ensemble de la gauche, donc je suis le candidat qui affirme ici d'être en conscience que la ville peut basculer vers des libéraux et que si vous votez pour moi, vous pouvez être sûr que je tendrai la main à l'ensemble de la ville de gauche. Moi, je trouve ça assez... Là, on dit non, c'est pas possible, on peut pas s'allier, puis après, pour faire élire des députés, on met tous nos logos en bas et on va ensemble pour pouvoir conserver des postes. Il faut arrêter de se moquer des gens. J'ai déjà fait l'alliance autour de moi. Vous savez, il y a Carfa Diallo, conseiller régional écologiste, qui est d'ailleurs présent ici. J'ai le Parti de gauche, j'ai Révolution écologique pour le vivant, et j'ai surtout tout un tas de citoyens. Je pense à Morti Khalifa, président Diamant des Cités.
je pense à Nadia Falami des Aubiers, je pense aussi à des personnes de la Bonauge, de tous les quartiers, tout un tas de citoyens qui sont engagés dans la vie de Bordeaux et qui sont là pour faire mieux pour Bordeaux. Et j'ai surtout un programme 250 mesures qui est extrêmement détaillé. Allez. Eh ben écoutez, non mais c'est bien aussi de parler de programme, vous pensez pas? bien Au lieu de sûr. parler d'alliance, 250 mesures. Mais vous pour savez, répondre aux c'est urgences. précisément l'objet de ce débat et Pour peut-être que répondre vous aux avez urgences. Et donc, j'ai éveillé dit la très- curiosité de nos téléspectateurs et J'en lecteurs doute et qui pas, pourront même. se pencher. Et on le recommande de le faire puisque, quitte à parler politique, autant ne pas Et donc voilà, ma que ça ne réponse se est résume très, pas très des slogans. claire. Voilà. Loin de la langue de bois, ma réponse est très Très- claire, elle est assumée depuis le début. Très clair. On arrive au terme de ces échanges. Allez, très vite, Philippe Poutou. Vous allez conclure aussi. Il vous reste encore à chacun un tout petit temps de parole. Donc, par rapport à cette question-là, donc, en fait, on sait très bien que les paroles de maintenant ne valent pas tant de choses que ça, et on verra le rapport de force qui sera issu du premier tour, et c'est ça qui déterminera les éventualités d'alliance ou pas. Nous, ce qu'on peut dire en ce qui nous concerne, c'est que la raison de la séparation avec la liste LFI. J'allais vous poser la question. On était parce que- ensemble il y a 6 ans, et là, on n'est pas tombé d'accord ce coup-ci. La raison essentielle du désaccord, il y en avait d'autres qui étaient plus petits, mais le principal, c'est que LFI envisage au deuxième tour une alliance avec Urmic, en tout cas proposerait, et il envisage. Voilà. Et nous, pour nous, c'est hors de question. Une alliance avec la gauche libérale qui a expulsé des squats, qui a contribué à expulser des squats, qui a armé la police et qui a mené une politique libérale, on n'en veut pas. Par contre, alors donc ça dépendra du score. Pour être clair, si on fait 10%, on va au second tour. Voilà, il n'y a pas de raison. On veut des élus anticapitalistes. On voudrait une opposition clairement indépendante et clairement déterminée. Voilà, comme on a pu le faire pendant 6 ans. Maintenant, si on ne fait pas 10%, mais si on fait entre 5 et 10%, c'est-à-dire le 5-10%, c'est la possibilité de fusionner quand même avec une liste sans être... Vous fusionnez avec Nordine Raymond ? Eh bien, nous, on défendra cette perspective-là. Plutôt que la liste FI qui se tourne vers la gauche libérale, eh bien, la FI par cohérence politique, Eh ben, on va il faudrait suivre construire ça. une gauche radicale, et nous, on pense qu'il faudrait effectivement construire une véritable opposition radicale au futur maire. Ce sera le rendez-vous de l'entre-deux-tours, évidemment. D'ici là, il reste, on disait, 17-18 jours de campagne. C'est là aussi que des dynamiques peuvent s'enclencher. Voilà, et le débat va vivre. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Allez, vous avez 45 secondes pour conclure. Oui, peut-être Pardon, rapidement, parce mais que non, vous mais c'est avez pas grave. raison, En plus, on a un mais peu de voilà. retard. Non, mais il faut que les Bordelais comprennent que dans des élections municipales, au premier tour, on choisit et au second tour, on élimine. Au premier tour, vous avez la possibilité de choisir entre des projets qui sont très différents. Vous avez pu le regarder et le voir. Les élections municipales, c'est une élection avec une part de proportionnel. Donc, dans tous les cas, on est gagnant. C'est-à-dire que si vous votez pour ma liste, la liste Rassemblement National, soit je serai élu maire, soit je serai au conseil municipal et je mènerai une opposition, que ce soit à la politique de M. Urmic, qui est une politique désastreuse, ou à la politique de M. Cazenave, qui veut faire en réalité à Bordeaux ce qu'il a fait aussi au niveau de l'État. Donc moi, j'engage les Bordelais à se mobiliser et à aller voter dès le premier tour. Allez, Virginie Bontou, vous êtes prête vous, Oui, je fusionner rejoins avec, effectivement sur les alliances de second tour. Je pense que il faut, enfin moi personnellement, je ferai tout pour qu'il n'y ait pas l'extrême gauche qui repasse. Maintenant, voilà, votre sondage nous a montré que l'extrême gauche était en avance. Je suis très étonnée et j'espère que tous les acteurs ici présents seront assez intelligents au second tour pour faire en sorte que l'extrême gauche ne reprenne pas la mairie une deuxième fois. Messieurs, dites quelque chose, ça veut dire que Pierre Urmic est d'extrême gauche. Enfin, je veux bien qu'on dise n'importe quoi, Oui. mais Et enfin, alors, je veux dire, non, mais franchement, Bah oui. On n'a plus le temps. C'est le moment des conclusions. Le tirage au sort est ainsi fait que Thomas Cazenave va commencer. 45 secondes. La caméra est juste derrière moi. Vous la regardez. Qu'avez-vous à dire aux Bordelais ? Chers Bordelais, le 15 mars, vous êtes amenés à prendre une décision fondamentale pour l'avenir de notre ville. C'est une échéance décisive. J'ai rassemblé autour de moi des forces politiques nombreuses qui souhaitent l'alternance à Bordeaux. Cette alternance, elle est possible si nous sommes rassemblés. Cette équipe, c'est des forces politiques, mais aussi pour 2/3 d'entre elles, des personnalités engagées dans la ville, engagées pour Bordeaux. Ensemble, nous voulons agir vite et fort pour répondre au recul que vous avez constaté dans la qualité de vie au quotidien, sur la sécurité, sur la propreté, sur la place des commerces. Et puis, plus fondamentalement, redonner l'élan de Bordeaux, une nouvelle ambition, la fierté des Bordelaises et des Bordelais, cette ville capitale, régionale, métropole européenne. Et c'est le projet que nous portons, cette nouvelle ambition. Le 15 mars, dès le premier tour, faites le choix de ce nouvel élan, faites le choix de l'alternance. Merci Thomas Cazenave. Pierre Urmic, à vous. Le tirage au sort vous a désigné en deuxième position. Je pense qu'il faut continuer à inscrire la ville de Bordeaux sur la trajectoire de la transition écologique. J'entends beaucoup d'élus qui, à Paris, nous disent
la tragédie climatique est la tragédie numéro 1 à laquelle nous devons répondre. Et quand il s'agit de prendre des décisions localement, à ce moment-là, ils sont toujours ou critiques par rapport à ce qui est fait, ou totalement défaillants, et cherchent peut-être à nous imposer un genre de macronisme municipal qui, à mon avis, ne serait pas à la hauteur de ces enjeux-là. Moi, je suis fier d'avoir fait en sorte que Bordeaux soit inscrit, soit reconnu comme étant l'une des villes européennes les plus préparées au changement climatique, avec une méthode, l'écologie à la bordelaise, que je revendique, c'est-à-dire une écologie inventive, pragmatique, attentive, humaniste. Et quand j'entends certains témoignages, je ne me rends compte pas de mes concurrents, mais des Bordelaises et Bordelais, puisque ceux qui m'intéressent, je crois que cela correspond à leur souhait, faire de Bordeaux une ville moderne, une ville qui continuera son adaptation et sa préparation du changement climatique, Merci, tout en restant Pierre dans le Urmic. trio de tête des villes de France les Vous plus avez attractives. Nous resterons vous dans le avez trio de dépassé tête votre des temps. villes de France les plus attractives. Pierre Je vous Urmic, remercie. Merci. Nordine Raymond. Cette élection intervient à un moment historique. Nous traversons plusieurs crises, une crise démocratique, une crise écologique, une crise sociale. Il faut donc des réponses radicales. La montée de l'extrême droite menace nos libertés publiques. Elle menace aussi notre sécurité à Bordeaux. Je suis le seul candidat avec ma liste à dire que nous parlons à l'ensemble de la gauche et à être en capacité de dire qu'il faudra se rassembler pour gagner cette ville et pour mener des politiques radicales qui s'affrontent au système. Je crois que cette heure est venue d'une gauche radicale qui remporte cette ville, qui mène des politiques publiques, une gauche radicale rassemblée, je l'ai dit, avec des acteurs de la société civile, mais aussi avec d'autres mouvements politiques. Et donc, si vous votez pour faire mieux pour Bordeaux, on va vraiment faire mieux pour Bordeaux. Julie Rochagneux, à vous. Chères Bordelaises, chers Bordelais, vous avez pu le voir lors de ce débat. Mon objectif, c'est de remettre Bordeaux en ordre. C'est aussi de retrouver de l'ambition pour la ville de Bordeaux. C'est aussi de vous protéger, de protéger les familles, notamment en baissant la fiscalité et la taxe foncière. Vous avez pu remarquer que M. Urmic, qui est le maire sortant, a voulu déconstruire la ville. Il a saccagé la ville de Bordeaux. Eh bien, comme vous, comme de nombreux Bordelais, et comme certains de mes concurrents qui sont présents ici, mon objectif, c'est que M. Urmic fasse ses valises, prenne son sapin de Noël en verre et quitte la mairie de Bordeaux. Alors faites-moi confiance dès le premier tour et sachez que je saurai prendre mes responsabilités. Philippe de Sertine. Chers Bordelaises, chers Bordelais, le but de notre liste, une liste citoyenne associant des forces de Bordeaux représentées par toutes les personnalités extraordinaires qui composent ma liste, notre logique est de proposer de voter pour un projet, de cesser aujourd'hui de voter contre un tel, contre telle politique, mais pour un projet formidable qui engage notre ville pour l'avenir. Notre approche est de comprendre, d'intégrer les attentes du quotidien de toutes les générations de Bordelaises et de Bordelais, les plus âgés comme les plus jeunes, de conserver au sein de notre ville les plus jeunes et ceux qui veulent demain créer le Bordeaux dynamique qui est celui que nous voulons absolument pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Cela signifie que dans notre logique, nous devons très vite choisir un projet le 15 mars, choisir de manière positive la liste. L'optimisme est une force. Merci. Virginie Montou, un mot pour conclure. Alors, chers Bordelais, moi je pense, si vous pensez comme moi que Bordeaux mérite mieux qu'une ville qui se dégrade et qui coûte de plus en plus cher, je vous encourage à regarder mon programme qui est sur virginie2026.fr, à lire le programme complètement. Et voilà, moi je ne suis pas issue de la politique, je suis une chef d'entreprise, je suis une maman et je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants, pour notre ville. Ma ligne politique, c'est d'être une droite libérale dans sa gestion, conservatrice dans ses valeurs et souveraine dans ses choix. Donc mon objectif, c'est de protéger, de transmettre et de surtout respecter l'argent public. Philippe Poutou, vous avez le dernier mot, c'est le tirage au sort, 45 secondes. On reste dans le format, s'il vous plaît. Bon, les élections, c'est des moments importants, des moments normalement où il peut y avoir de la démocratie, enfin des échanges politiques, et montrer qu'il y a d'autres idées que les idées conservatrices, libérales, ultralibérales ou les idées fascistes. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas par notre liste qui regroupe des militants et des militantes de plusieurs organisations, parfois donc comme je disais au début pas organisées, une liste de militants et de militantes anticapitalistes. On essaie de faire entendre ces idées-là et puis de montrer, d'essayer de convaincre que ce qu'on a fait pendant 6 ans c'est utile, enfin en tout cas que des élus comme nous ça peut être utile, des élus anticapitalistes qui sont une véritable opposition à la gauche libérale ou à la droite ultralibérale. Donc voilà, on est là-dessus. Puis après ce qu'on en tient à dire aussi c'est que tout se jouera pas dans cette élection-là. On le sait par expérience quand même, on est souvent déçus des élections, quoi qu'il arrive.
arrive. Ce qui va être déterminant, c'est la capacité de la population à s'organiser, à mener des luttes, à retrouver de la confiance, à résister. Et c'est comme ça que par en bas, par des combats, notamment des combats antifascistes, parce qu'on est en train de discuter de reconstruire un collectif unitaire de riposte antifasciste, mais aussi des luttes environnementales, comme ça a été abordé tout à l'heure, où les activistes qui avaient déchiré la bâche place de la Bourse, enfin, tous ces combats-là, il faut les unifier, il faut les solidariser, et c'est ça qui sera déterminant. C'est cette capacité militante à résister et à se battre, et c'est... Voilà, bon, j'arrête là parce que bon, c'est ça sert à parfait. rien. Je Voilà. crois que le Je sais pas que ça message sert à est rien. compris. C'est pas vrai, ça ne sert pas à rien. Mais merci, ok. merci en tout cas à tous les candidats pour cet échange, pour la qualité des débats qui étaient feutrés, mais pas que non plus. Voilà, en espérant avoir éclairé nos téléspectateurs et leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Merci à la LDL12, je le répète, pour l'accueil, et surtout merci, un grand coup de chapeau aux équipes techniques de TV7. Puis plutôt, ne vous mettez pas devant la caméra, s'il vous plaît, aux équipes de TV7 qui ont abattu un travail de titan pour organiser ce débat aujourd'hui. Voilà, très bonne soirée sur TV7. Évidemment, l'info continue sur notre antenne, sur Sud-Ouest, sur sudouest.fr, et toute l'actualité de la campagne, évidemment, nous la raconterons. Nous sommes des chroniqueurs au quotidien de cette vie bordelaise et de cette vie de politique. Allez, très bonne soirée. Merci Adrien. Merci à vous. Également. Très bonne soirée, au revoir.